Au cours de cette édition de Sans Rancune, nous enregistrerons deux comebacks. Le premier est celui de Légine Tiga qui nous a rendu une visite de courtoisie il y a quelques semaines pour nous parler de cet ouvrage, L'Église des martyrs au Cameroun, qui tombe à pic avec cette affaire du décès plus que suspect de Monseigneur Benoît Bala au Cameroun. Il est aujourd'hui l'invité de cette édition où nous conduira donc dans les méandres de cet ouvrage et il nous parlera de cette enquête sur une rivière de sang non élucidée. Le deuxième, ce sera Manuel Wanji. Lui, il était là il y a plutôt 2 ans. Il est venu nous présenter un maxi-single. Aujourd'hui, il revient pour nous présenter son nouveau single intitulé Bolé Bolé, Wanji Wambo. Plus connu sous le pseudonyme de Wambo, il sera donc sur ce plateau. Nous recevrons également un médecin, Dr Nana Rudy Arnaud, qui lui a choisi de mettre les rudiments de la médecine à la portée des petits-enfants à la faveur de 2 ouvrages qu'il a commis. Il viendra nous les présenter dans cette édition. Nous recevrons également Léontine Kamba, qui viendra nous parler de ce festival qui est organisé à l'Est du Cameroun et qui est consacré aux hommes de la forêt. Et Florent Barga viendra terminer la soirée comme tous les vendredis soirs en nous présentant l'image de la semaine avec cette semaine-ci comme indice une serviette pour la beauté du jardin. Nous n'aurons malheureusement pas Cabral Libi cette semaine encore, mais on ne perd pas au change, comme c'est le cas tous les vendredis. L'inénarrable Xavier Messé est avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir Paul. Merci d'être en notre compagnie. Mais c'est un devoir. Plutôt des contrats, mais on s'en connaît, on est dans les vacances. Voilà. À la veille des week-ends, c'est les vacances aussi. Vous savez, on a passé beaucoup de temps à corriger les épreuves des examens nationaux. J'en sors. On est encore un tout petit peu fatigué, mais il faut se décontracter. Alors, je profite, puisque vous sortez des corrections des examens, on parle beaucoup de niveau. Est-ce que le niveau BTS cette année au Cameroun était, de votre point de vue, acceptable? Ben, je vous avoue que j'ai le profond sentiment que le niveau baisse de plus en plus. Parce que le constat que nous avons fait cette année, lorsque nous avons corrigé à peu près 560 copies des candidats uniquement en communication des organisations, communication d'entreprise, je vous avoue que nous sommes allés puiser très loin dans notre générosité d'enseignants pour pouvoir atteindre parfois la moyenne. Mais c'est très très difficile. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Voilà, c'est la question que je lui ai posée. À quoi est due la baisse de niveau? Est-ce que c'est la qualité des enseignants? Est-ce que c'est parce qu'on pourrait aussi interroger la qualité des enseignants. Mais oui, ça c'est tout à fait vrai parce que vous savez, lorsque on a intégré le BTS, le brevet des techniciens supérieurs dans l'enseignement supérieur, ça date de 1996. Le premier tri des enseignants, la mise en forme des contenus a eu lieu en 2002. Et aujourd'hui, nous sommes en 2017. Et beaucoup d'enseignants ont quitté l'enseignement, soit parce qu'ils sont allés au paradis, peut-être parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, peut-être parce qu'ils ont pris la retraite. Et il n'y a pas eu de renouvellement. Il n'y a pas eu de renouvellement. Il n'y a pas eu de renouvellement, il n'y a pas eu de mise à niveau des enseignants, ce qui fait que les gens sont arrivés comme ça sans une prise en main. Il y a ce problème-là qu'il faut prendre en compte. Heureusement, le ministère de l'Enseignement supérieur vient de refondre, il a fait refondre les programmes totalement. Et puis les questions de recycler les enseignants, à partir de cette année, à partir de cette rentrée, il y aura des séminaires par établissement, par région. Je pense que ça va apporter un plus. Le second problème, c'est le niveau des élèves. Les enfants ont la télé, les enfants ont WhatsApp, les enfants ne lisent plus du tout. Ils ont la culture de la rue. Internet est un outil didactique intéressant. Mais vous savez, ils vont sur Internet, c'est pas pour apprendre, hein. Ils vont sur Internet pour échanger, chercher des films, YouTube. Ils vont pas là pour du tout. C'est pas pour faire des recherches scientifiques, pas du tout. Et même à la télé, quand vous voyez, quand ils zappent, c'est quand il y a des informations, des magazines tout à fait. Intéressants. Mais pour essayer de demander à un jeune qui regarde la télévision, arrêtez le contact. Posez-lui la question, 10 minutes après, qu'est-ce qu'elle a regardé? La réponse vous surprendra énormément. Je vais essayer de faire l'expérience. En tout cas, ça c'était la fin des corrections. Comme vous disiez, on va attendre de voir les délibérations jusqu'à quel moyen on va les chercher. On va voir si ceux qui vont délibérer vont être aussi généreux que vous les enseignants l'avez été vous savez, pendant les corrections. Parfois le résultat des examens procède parfois d'une décision politique. Hein? J'imagine. J'imagine, n'en dites pas plus, pour pas que l'année prochaine, on ne vous invite plus à corriger les épreuves des examens. Pas de chronique de Cabral donc cette semaine. Par contre, nous aurons bel et bien les cahiers d'actualité qui nous conduiront tour à tour au Cameroun avec cette fameuse et scabreuse affaire du décès de Monseigneur Benoît Bala. Les évêques persistent et signent. Leurs collègues ou alors leurs frères a bel et bien été assassiné. On parlera également au Mali où un convoi a été attaqué
et a complètement disparu. C'est près de Ménéka. Le 29e sommet de l'Union africaine s'est tenu. Il y a eu des résolutions importantes qui ont été prises. Xavier Messé éclairera notre lanterne là-dessus tout à l'heure. Et enfin, le G20, où de plus en plus de pays africains sont invités. Cette fois-ci, il y en avait 3 qui étaient à l'honneur. Le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Guinée, à travers le président de l'Union africaine, Alpha Condé. Voilà pour le menu de cette édition de Sans Rancune, mesdames, messieurs. Installez-vous confortablement. Bien le bonsoir, bienvenue et merci d'être des nôtres. En espérant que vous êtes donc confortablement installés, on revient sur le plateau et on va accueillir tout de suite celui qui, pendant les 90 prochaines minutes, sera l'invité de cette édition. Redlégé Ntiga est consultant senior en communication, journaliste dans une ancienne vie. Il vient de commettre cet ouvrage, L'Église des martyrs au Cameroun, enquête sur une rivière de sang. Il est l'invité de cette édition de Sans Rancune. Bonsoir Léger. Bonsoir Paul. C'est un plaisir de vous revoir avec nous. Merci, le plaisir est partagé. Je ne vous présente pas Xavier Messé, qu'il connaît autant que Paul. Sinon mieux. Sinon mieux que prof. vous êtes plutôt notre ami, parce que vous acceptez assez régulièrement et assez spontanément de venir sur nos plateaux malgré votre agenda quelquefois très chargé. Aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez commis cet ouvrage, l'Église des martyrs au Cameroun. Quelqu'un pourrait penser que vous êtes divin ou médium, que vous saviez qu'on arriverait à cette affaire et que votre livre arrive à point nommé. Oui, c'est la question que tout le monde me pose, mais il faut simplement dire que c'est un vieux projet que j'ai décidé de faire aboutir en fin d'année dernière. Et il est sorti de presse le 30 janvier et il est d'actualité, c'est tout ce que je peux dire. Et Monseigneur Bala, lui, a disparu 5 mois après, c'est-à-dire c'était le 31 mai, il a été retrouvé mort le 2 juin. Le 2 juin. Au total, quand on fait le compte avec ce que vous mentionnez dans votre ouvrage, on se retrouve à combien de décès de prêtres non élucidés? De prêtres et religieux? Il y en a une quarantaine au Cameroun. Une quarantaine. Depuis 1983, parce que le premier de la série date du 1er mai 1983. C'est l'abbé Joseph Yam de Mandumba. Et du coup, je suppose que vous suivez très attentivement l'évolution de ce dossier entre le corps lorsqu'il a été retrouvé, les 3 autopsies qui ont été pratiquées, le communiqué du procureur général, ensuite la réplique des évêques. Vous suivez ça avec attention? Oui, c'est la chronique du moment, donc on est obligé de suivre et puis qui sait, ça peut inspirer d'autres ouvrages. J'anticipe déjà sur une question que Xavier risque de vous poser dans l'échange que vous aurez tout à l'heure. Vous, quelle est la thèse qui vous semble la plus plausible? Est-ce que c'est les évêques qui ont raison? Est-ce que c'est le procureur? Encore qu'il ne m'a pas semblé que le communiqué du procureur écartait la thèse de l'assassinat, il établit plutôt les causes du décès. Mais laquelle de ces thèses-là, au regard de tout ce qu'on a suivi depuis le début de cette affaire, vous semble la plus plausible? Au regard, bien entendu, de toutes les enquêtes que vous avez menées sur ce genre de décès. Oui, la thèse la plus plausible, c'est celle de l'assassinat, et qui nous éloigne donc de celle du procureur, en ce sens qu'il dit que l'autopsie, que l'examen légal qui a été fait sur le corps n'a pas relevé des signes de violence, alors qu'à vue d'œil, le corps laisse transparaître des signes de violence. Donc, à partir de ce moment-là, on est obligé d'être interrogateur et d'être dans l'incertitude de ce que peuvent être les conclusions de l'enquête en cours. On verra donc ce que ça donnera l'échange que vous aurez avec Xavier Messé. On essaiera d'aller au bout non seulement des cas qui sont relevés dans l'ouvrage que vous avez commis, mais également sur cette affaire qui commence effectivement qui fait couler depuis bientôt un mois déjà beaucoup d'encre et de salive dans l'actualité camerounaise. En attendant, nous partons faire le tour de l'Afrique où les points saillants de l'actualité africaine ont été sélectionnés cette semaine encore par la jeune rédaction de Vox Africa Afrique centrale avec sous la plume de Samael Pomme qui nous conduira donc, je le disais tout à l'heure, tour à tour au Cameroun où nous parlerons de cette scabreuse affaire de décès de Monseigneur Benoît Bala. Au Mali, un convoi de l'armée disparaît après une attaque près de Ménéka. À l'Union africaine, la 29e session s'est clôturée. Et enfin, le G20 où de plus en plus de pays africains sont invités. Les cahiers d'actualité sont brossés cette semaine encore par Samael Pomme. Bonsoir à tous. Ouvrons ce cahier de l'actualité par le 29e sommet de l'Union africaine qui s'est refermé le mardi 4 juillet dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Dans l'ensemble, des sentiments mitigés entre satisfaction et inquiétude à la suite des résolutions. Parmi les sujets évoqués, la démarcation des frontières communes entre Djibouti et l'Érythrée, un souhait du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh approuvé par l'Union africaine, mais pas très bien entendu de l'oreille érythréen. Pour sa part satisfaite, la République démocratique du Congo a obtenu le soutien de ses pairs pour adopter
une résolution dénonçant les sanctions unilatérales des États-Unis et de l'Union européenne dans le pays. Une joie ressentie également par le Maroc. Le prince Moulay Rachid est parvenu à faire amender la résolution du Conseil des ministres présentant le Sahara occidental comme un territoire occupé. Et puis au Mali, l'on est toujours sans nouvelles du convoi de l'armée pris dans une embuscade le dimanche 9 juillet dernier, à environ 70 km de Ménaka dans le nord-est du pays. Les dérobeurs seraient des djihadistes dans l'attaque. De nombreux coups de feu auraient été tirés lors de l'accrochage. 4 véhicules ont été dérobés avec de nombreux militaires. Le nombre exact reste cependant inconnu, mais l'armée a immédiatement entamé des recherches. Au Cameroun, la polémique ne retombe pas autour du décès de l'évêque Monseigneur Benoît Bala. Les hypothèses, avis et conclusions s'entrechoquent. Après un rapport rendu public par le procureur de la République près la cour d'appel du centre et qui conclut d'une noyade, indiquant par ailleurs que le corps du prélat ne présente aucune trace de violence, c'est au tour des évêques de prendre la parole pour contester ce rapport. D'après le président de la conférence épiscopale du Cameroun, Monseigneur Cléda, l'évêque de Bafia, de sa certitude, est mort, assassiné. Et l'archevêque de Douala d'ajouter qu'il dispose de preuves concrètes qui n'ont pas pour l'heure été dévoilées. Comme nous l'avons ouvert, refermons ce cahier de l'actualité par un sommet, cette fois celui du G20, tenu à Hambourg en Allemagne. L'Afrique s'y est fait entendre à travers 2 voix, celle de Macky Sall du Sénégal et d'Alpha Condé, actuellement président de l'Union africaine. Invités à ce sommet, les 2 chefs d'État ont évoqué les défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée, tels que le phénomène migratoire ou encore le financement des projets sur le continent. Autre atout, le soutien de l'Allemagne. Celle-ci a annoncé qu'elle inscrira l'Afrique au cœur des priorités des pays les plus industrialisés du monde. À marge de ce sommet du G20, tenu du 7 au 8 juillet dernier, l'Afrique s'est aussi vue consacrer une journée spéciale baptisée Africa Day et dédiée aux opportunités d'affaires. À vendredi. Retour sur le plateau de Sans Rancune après ces cahiers d'actualité. On va commencer par le Cameroun, Xavier Messé, et on parlera beaucoup de cette affaire de Benoît Bala aussi à la faveur de l'ouvrage de Légien Tiga, qui nous fait l'amitié de venir nous le présenter aujourd'hui à Sans Rancune. Il y a eu un rebondissement cette semaine, c'est-à-dire qu'après la semaine dernière, le communiqué du procureur général qui affirmait qu'après autopsie réalisée par des médecins venus d'Interpol, la cause probable du décès était la noyade et il affirmait que le corps ne présentait aucune trace de violence. Les évêques ont rappliqué à ce communiqué-là, ils sont restés sur leur position initiale, celle qui affirme que leur collègue a bel et bien été assassiné. Et il y a quelque chose de... J'allais dire pernicieux si j'étais de... Mais les évêques affirment que le corps de Benoît Bala qu'ils ont vu au sortir du fleuve Sanaga, lui portait bel et bien des traces de violence. Oui. Ça peut insinuer que le corps qui a été autopsié pourrait ne pas être celui du prélat. Non, on ne pense pas que cela pourrait être ceci. Non, pas du tout. Je crois que le problème est très simple, mais ce sont les pouvoirs publics qui le compliquent. Il est simple, pourquoi? Parce qu'il y a certainement quelque chose qu'on a envie de ne pas dire, quelque chose qu'on dissimule. Si ce n'était pas le cas, on sortirait le corps de Monseigneur Bala, qui est actuellement à la mort de l'hôpital général, on vérifierait ce corps-là. Pas de médecins neutres, c'est-à-dire camerounais d'abord. Alors, lorsqu'une affaire rentre dans un engrenage de cette nature, de manière à opposer deux structures, deux institutions c'est-à-dire l'Église et l'État, il faudrait que quelqu'un en sorte vainqueur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'État peut utiliser la force, c'est-à-dire il a les moyens, n'est-ce pas, de s'accaparer du corps et d'aller l'enterrer à la cathédrale de Bafia. C'est une hypothèse qui est de plus en plus envisagée. L'État n'acceptera pas de perdre la face en faisant sortir le corps et puis qu'une troisième, voire une quatrième vérification soit effectuée. Parce qu'en fait, ce dont il est question, c'est que le corps de Monseigneur Benoît Bala a été emmauché. Ça, c'est vraiment le mot. Alors, face à cela... Et vous savez de quoi vous parlez? Parce que vous êtes l'un des premiers, sinon le premier journaliste camerounais à avoir parlé et affirmé nous avons, de façon claire qu'il s'agissait d'un assassinat. Cela ne nous a pas valu des amitiés partout.
Il y a eu, parce que quand nous avons pris le risque de rendre public cette version, celle des évêques, parce que nous avons eu accès aux informations les plus confidentielles, et nous avons donc ouvert le journal avec cette information-là, en apportant des détails qu'il fallait, en évitant de passer dans l'humiliation, parce qu'en fait, il y avait des détails que par respect du corps humain, par respect du prélat, il ne fallait pas aller au-delà. Nous avons donné cette information dans le but tout simplement d'écarter d'emblée la thèse de la noyade. Et c'est pour cela que nous avons passé cette information. Alors, le lendemain, lorsqu'elle a été relayée le même jour par une radio internationale, le lendemain, on a commencé à recevoir et des coups de fil de menaces et des intimidations. Jusqu'à aujourd'hui, ça se poursuit. Je peux vous assurer qu'il ne passe aucun jour sans que je reçoive des menaces anonymes. Et on m'a conseillé de laisser le sujet, mais j'ai dit que parfois, lorsqu'un journal a pris sur lui de porter un sujet, il faut aller jusqu'au bout. On a vu des grands sujets comme ça qui ont été portés d'un bout à l'autre par des journaux. Il n'y a pas de raison que nous puissions... Je ne veux pas vider l'entretien que vous risquez d'avoir avec Léger, parce que je suppose qu'avec lui, vous parlerez également de cette affaire-là. Juste vous demandez jusqu'où on va aller dans ce ping-pong, dans cet échange entre l'Église, qui jusqu'ici semblait être en très bonne intelligence avec l'État. Il y a une situation qui est un peu sensible, parce qu'à l'heure actuelle, tous les évêques d'Afrique centrale sont réunis au Cameroun. Et je vous assure, je suis allé rencontrer quelques-uns en Voulier, au centre national de l'épiscopat camerounais. Je suis allé rencontrer quelques-uns. Ils ont placé un grand poster de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à l'entrée de la salle de travaux. Et chaque délégation qui arrivait, les évêques allaient, n'est-ce pas, s'incliner sur ce poster-là. Et je vous assure qu'il fallait être suffisamment fort pour retenir des larmes. Et je me dis que face à une situation de ce genre, est-ce que les pouvoirs camerounais, les pouvoirs publics vont continuer de rester insensibles? Parce qu'il y va de l'image du Cameroun. Il y va de la crédibilité même de nos dirigeants. Parce que, vous savez, l'ombre de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala plane sur les travaux de la 11e conférence qui se réunit aujourd'hui à Yaoundé. Avec tous les observateurs internationaux qui sont là, avec tous les médias internationaux qui sont là, il y a comme une forme de crispation. Je me suis dit, lorsque j'ai lu le programme de ces travaux-là, il était mentionné qu'à 15 h, le chef de l'État, Paul Biya, ira prononcer un discours. Je me suis dit, si j'étais un proche du chef de l'État, je lui dirais, voilà une occasion unique d'aller réconcilier, se réconcilier avec l'Église et de donner une bonne information, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que lui seul qui peut donner une information de manière à calmer les esprits. Alors, si on continue de faire la politique de l'autruche, jusqu'où ça va nous amener? Ce d'autant plus que, comme vous le verrez avec Léger Ntiga tout à l'heure, ce décès de Monseigneur Benoît Bala porte à une quarantaine, comme le disait Léger, de prélats, de sœurs, de religieux qui sont décédés au Cameroun dans des circonstances jusqu'aujourd'hui non encore élucidées. Laissons là ce chapitre en attendant que vous reveniez là-dessus avec Léger Ntiga dans l'entretien que vous aurez avec lui tout à l'heure, juste pour parler de l'Union africaine qui a encore pris 3 résolutions importantes au cours de la dernière session, c'est la 29e. 2 ont retenu notre attention. La première, c'est que le président djiboutien a proposé la démarcation de la frontière entre le Djibouti et l'Érythrée, qui a été approuvée par les chefs d'État, sauf que l'Érythrée vous savez, pas en entendre parler. L'Érythrée encastrée entre l'Éthiopie et la Somalie, c'est un pays qui a de la peine à faire ses marques. C'est un pays qui est empêtré non seulement dans les problèmes de frontières, mais avec une incitation politique à l'intérieur. C'est un pays qui, de par les frontières sensibles comme celle qu'il a avec la Somalie et celle qu'il a avec l'Éthiopie, l'Érythrée doit faire très très attention. Il n'a pas à se mêler, n'est-ce pas, de conflits qui pourraient l'amener, par exemple, à retourner dans la guerre qu'il avait déjà eue avec son voisin puissant, l'Éthiopien, et qui a laissé de grosses séquelles. L'autre résolution qui a été prise et qui semble importante, celle-là, c'est que pour une fois, les chefs d'État africains, pendant ce sommet, ont fait chorus pour dénoncer les sanctions unilatérales dont la RDC fait l'objet venant de l'Union européenne et des États-Unis.
Mais vous savez, on a toujours dit, Paul, vous le savez mieux que moi, les chefs d'État africains forment un syndicat. Et à l'intérieur d'un syndicat, on se soutient. Kabila, qui n'avait pas l'habitude d'aller au sommet africain, a repris du chemin pour aller solliciter le soutien de ses pairs. Il a obtenu le soutien sous deux formes. La première, c'est que les chefs d'État africains risquent de se mêler de politique au Congo pour demander le report de l'élection présidentielle. Ça, c'est certain. Le deuxième soutien, c'est celui que vous avez évoqué. L'Union européenne, les États-Unis se mêlent de plus en plus de ce qui se passe au Congo, et les États africains, bon, ben, dans leurs syndicats, ont volé au secours. On dit qu'il faut limiter l'émission à ce niveau-là. Il faut pas. Mais il y a quand même une autre résolution qui est importante, celle qui consiste à chercher les voies et moyens pour financer l'Union africaine. Ça, c'est une très grande nouveauté. Bien que ça ne fasse pas l'unanimité aujourd'hui en ce qui concerne l'origine des fonds, parce qu'il va falloir prélever 3% sur les exportations de chaque pays africain pour financer. Les gros exportateurs comme l'Afrique du Sud, comme la RDC ne sont peut-être pas favorables là-dessus, il y a le Kenya aussi, mais l'ensemble des pays africains sont d'accord qu'il faut arrêter de tendre la main à la Chine, il faut arrêter de tendre la main à l'Union européenne, il faut que l'Afrique trouve les moyens, n'est-ce pas, de financer son organisation. Je pense que c'est une bonne décision. Le président Kagame a été sollicité pour pouvoir faire des propositions concrètes. Et comme il risque d'être le prochain président de l'Union africaine, il a commencé son travail avant le temps. Bon, moi, je peux vous dire, pour avoir couvert plusieurs sommets de l'Union africaine, que ce n'est pas gagné. Parce que ce n'est pas la première fois que les chefs d'État réunis en session parlent de l'autofinancement de l'Union africaine. Juste que tout le monde est d'accord que oui, il faut trouver d'autres sources de financement, mais personne ne veut mettre la main à la poche. Je me rappelle déjà en 2009, ça avait été au cœur d'une grosse querelle, entre guillemets, entre les chefs d'État nigérians et sud-africains de l'époque, qui estimaient qu'ils étaient les seuls à supporter les charges de fonctionnement de l'Union africaine, tandis que tous les autres regardaient et... Mais vous savez, c'est pas gagné. Il y a certains pays Espérons que le président Kagame trouvera le moyen de convaincre... Mais il est suffisamment habile, vous savez comment il développe son pays. Et très écouté aujourd'hui. Très écouté aujourd'hui. Voilà, peut-être que la bannière étoilée des États-Unis qui flotte au-dessus du Rwanda lui donne une autre prestance qu'en ces temps. Sortons des cahiers d'actualité, Xavier Messé, en parlant du sommet du G20, où de plus en plus des pays africains sont invités. Là, il y en avait trois. L'Afrique du Sud qui siège comme étant le premier pays industrialisé en Afrique. Mais on a invité également le Sénégal, Macky Sall, et Alpha Condé, le président de l'Union africaine, y était également. On les a vus en très chaleureuse et chaude discussion avec Angela Merkel. Paul, les critères sont différents. Le Sénégal aujourd'hui, en dehors de l'Afrique du Sud, semble être le pays le plus démocratisé des pays au sud du Sahara. C'est un pays dont la gouvernance est suffisamment transparente. Elle passe pour être un modèle. Et puis le Sénégal n'a rien à envier aux pays occidentaux en ce qui concerne la percée démocratique. Je crois que pour cette raison-là, Macky Sall, qui n'est pas une puissance économique africaine, pour cette raison de transparence démocratique, le Sénégal est régulièrement invité dans des milieux occidentaux. Il faut dire également que cette manière de s'intéresser de plus en plus à l'Afrique fait partie du programme européen. Vous savez, la chancelière allemande a dit que l'un des moyens de limiter l'immigration sauvage en Europe, c'est de permettre d'aider l'Afrique à se développer. Il faut construire des usines en Afrique, il faut résorber le chômage. Et sans cela, l'Europe va être complètement envahie d'ici les 15 prochaines années. Macron a dit qu'il faut arrêter de faire des enfants. Ben oui, mais enfin lui n'en a pas, c'est pas pour ça qu'il va demander aux autres. Je ne penserais pas que vous arriveriez jusque-là, mais bon, vous avez franchi le Rubicon. Qui nous laisse faire nos enfants. Si lui n'en veut pas, nous on en a besoin. Merci infiniment Xavier, merci. Nous clôturons là la page des cahiers d'actualité. On va rentrer dans ce qui va être le plat de résistance de cette édition. On marque juste la première partie, une petite pause, une petite transition. Et on se retrouve tout de suite pour le plat de résistance de l'émission. Ce sera l'entretien qu'on aura avec notre invité Xavier Messé à la faveur de son ouvrage L'Église des martyrs au Cameroun. A tout de suite. On est de retour sur le plateau de Sans Rancune pour accueillir donc une deuxième fois notre invité, Légienne Sigaro. Bonsoir.
Bonsoir, Paul. Merci infiniment d'être revenu sur ce plateau. Je le disais en introduisant l'émission pour vous présenter assez sommairement à nos téléspectateurs. Vous êtes journaliste. Enfin, vous étiez, vous étiez journaliste parce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt consultant en communication. Je ne sais pas si les deux sont compatibles. En fait, je reste journaliste, voilà. Bien que de temps en temps dans la consultation aussi. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages déjà, dont notamment les Géoles d'Afrique, les secrets de la nature que vous êtes venu nous présenter ici et qui, moi, je continue de m'inspirer tous les jours parce que j'en tire chaque jour quelques éléments pour la santé et pour la nutrition saine. Et là, vous revenez aujourd'hui nous parler de cet ouvrage, l'Église des martyrs au Cameroun, enquête sur une rivière de sang non élucidée. Alors, sans commentaire, commençons tout de suite en vous laissant au bon soin de Xavier Messet. Bonsoir les jeunes Tiga. Bonsoir Zaf. Lorsque vous observez l'actualité en ce moment au Cameroun, au sortir de votre livre, deux versions s'opposent. Suite à la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia, les évêques soutiennent qu'après la première autopsie, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Depuis le 2 juillet, plus précisément, depuis le 4 juillet, pardon, un communiqué rendu public par le gouvernement camerounais, signé du procureur général, parle de la noyade. Vous qui avez un regard permanent porté sur les assassinats, les disparitions des hommes de Dieu, qu'en dites-vous? On reste interrogateur. On reste interrogateur en se demandant si réellement les deux sons de cloche parlent des mêmes faits. Pour la simple raison que, et je crois que autour de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, il y a peut-être la main de Dieu qui guide toutes les opérations. Lorsque le corps a été retiré de l'eau, une main a fait une photo que tous les Camerounais regardent, malgré les intimidations, et qui leur parle, qui a exprimé beaucoup de choses et qui continue d'en exprimer. Alors vous parlez d'une main, c'est laquelle? Celle qui a fait cette image. La main de Dieu? Je crois que c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré celui qui a envoyé cette image. Et à vue d'œil, il était clair que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala avait été violenté, ne fût-ce que parce que, en se jetant dans l'eau, il a inversé sa paire de sandales au pied. Parce qu'il a eu deux paires de sandales inversées. Le pied gauche sur le pied droit. Donc, c'est peut-être le premier signe de violence, hein, malgré sa volonté de se noyer. Alors, les jeunes tigres ont envie de vous demander qu'est-ce qui pousse les hommes de l'Église, au Cameroun notamment, à disparaître de manière aussi brutale et continue? Je crois que cela s'inscrit dans la relation assez tumultueuse entre l'Église et l'État au Cameroun. Elle n'est pas très saine. Et je parlais avec quelques confrères qui estimaient que pourquoi ce ne sont que des ouvriers apostoliques catholiques. Je leur disais ce n'est pas vrai. Il y a des pasteurs qui sont brutalement arrachés à la vie. On n'a pas oublié qu'il y a 3 ou 4 ans, un professeur de l'université protestante d'Afrique centrale a été violemment arraché à la vie. Un Français d'Alsace. Éric de Putter. Et donc, l'enquête est elle aussi enlisée. J'écoutais l'autre jour son épouse qui s'interrogeait et qui voulait saisir à la fois le gouvernement camerounais et le gouvernement français pour en savoir un peu plus. Donc, c'est dire si les acteurs étatiques, certains au moins, parce qu'on ne peut pas dire que les crimes qui sont perpétrés sont institutionnalisés, mais le silence des institutions tend à le laisser croire. Donc c'est dire si la relation entre l'Église et l'État au Cameroun est pas permanemment trouble, mais elle est trouble. Alors, elle est trouble parce que l'État redoute les églises qui très souvent se manifestent par des homélies enflammées. Alors, vous situez la première disparition brutale d'un évêque, d'un homme de l'Église en 1983. Et jusqu'en 2017. Pourquoi cette période de 1983? Pourquoi? Il y a une insinuation?
pas d'insinuation, mais je note à travers la recherche que j'ai faite que au cours de la période avant, la relation était tumultueuse, mais il n'y a pas eu de bain de sang. 1er mai 1983, premier crime. D'ailleurs, dans l'ouvrage, je parle du crime inaugural. C'est l'abbé Joseph Yam, qui était curé de Mandumba, qui a été assassiné. Et son assassinat a des relents politiques parce que lui, il était militant de l'UPC. Et nous savons ce qu'était l'UPC à cette époque-là. Mais également, c'était un prêtre dont la pastorale était fondée sur la théorie et la théologie de la libération, très très poussée en Amérique du Sud. Et donc, cette théologie de la libération, qui est ce que vous savez, qui est révolutionnaire, qu'on dit marxiste, qu'on dit toutes sortes de choses, un peu tournée contre les valeurs que défendait le Cameroun de cette époque-là, et peut-être même de celui d'aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui font que, après, on a insinué que c'était un crime crapuleux de quelques loubards qui sont sortis du marché de Mokolo pour aller voler à la paroisse de Mandumba. Revenons quand même sur deux périodes, puisque votre livre part de 1983, et nous savons que de 1960 à 1982, le Cameroun a été dirigé par un non-chrétien, c'est-à-dire un musulman. De 1982 à 2017, il est dirigé par un ancien séminariste. Et les crimes religieux commencent en 1983. Quelle lecture vous pouvez faire de ces deux périodes-là? Alors, la lecture que j'en fais, c'est que, première chose, lorsque vous inventoriez tous qui sont décédés, vous allez remarquer que, sociologiquement, ils sont de l'ère culturelle Fangbiti, à 80%. Deuxièmement, on va observer que le président qui est au pouvoir au Cameroun aujourd'hui est chrétien, Ancien catholique, séminariste. ancien séminariste. Donc, la plupart d'évêques au Cameroun sont ses camarades du séminaire ou du lycée. La troisième chose que je pourrais dire, c'est que on dit le règne d'Aïdjo, brutal. Mais celui de M. Biya a perfectionné la violence, qui est verbale, qui est physique, mais qui est surtout d'ordre intellectuel. Et dans l'un de mes écrits, je disais, le pouvoir a beau terroriser le savoir, mais le diamant survit aux nations éteintes. Ce pouvoir a peur des savants. Vous n'avez qu'à voir le sort qu'ils ont réservé au Père Même. Et puis qui a fait partir Jean-Marc Ella, qui était un ami très très proche d'Angers Benvin. Tout à fait. Dit-on, il redoutait que le même sort lui soit réservé. Vous êtes convaincu? Oui, à un moment donné même, l'abbé Lupol Ngongo a été menacé, Prosper Abega aussi. Tous c'était des enseignants d'université. Alors, Légion Tiga, vous qui êtes un chercheur dans le domaine, on parle de crimes rituels. Vous pensez que c'est vraiment le mot? Alors, crime rituel, cela m'a été inspiré par un haut cadre qui m'a dit, vous les journalistes, vous cherchez cette affaire trop loin. Il pourrait s'agir d'un crime rituel simplement, sans explication. Donc, c'est une piste à creuser. Alors, je suis sûr que vous êtes aujourd'hui sur la seconde piste du prochain livre, à la lumière de la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Quelles sont les premières pistes que vous avez aujourd'hui? Il y a des pistes qui se bousculent. Il y a la thèse d'un crime rituel, comme nous venons de le dire. Il y a la thèse plus ou moins de mœurs, une affaire de mœurs qui serait partie des séminaristes de Yaoundé, dont on aurait abusé en organisant des excursions à Yaoundé de manière saisonnière. L'autre thèse qu'on entretient aussi, c'est celle de la noyade, c'est celle et éventuellement celle du suicide, mais que j'écarte personnellement parce que lorsqu'on a travaillé minimalement sur les noyades,
un homme qui se noie n'a pas la main sur la poitrine. Quel que soit son désir de vouloir se suicider, au moment d'étouffer et donc de s'asphyxier, il va se débattre dans les eaux et on va le retrouver en position plane. Donc, tel que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été retrouvé sur les eaux de la Sanaga, on est fondé à dire qu'il n'a pas voulu se suicider et donc il ne s'est pas noyé tout seul. Alors, les jeunes Tiga, vers quoi allons-nous? Un affrontement entre l'Église et le pouvoir politique? Ou bien il y aura un désistement? La position des évêques est claire et ferme. Celle du pouvoir, à travers le communiqué du procureur général, est incertaine. Où est-ce qu'on va aller? C'est parce que l'Église n'a pas l'habitude, je le dis comme ça à l'observation, l'Église n'a pas l'habitude d'entretenir des bras de fer, mais elle est déterminée. Elle est déterminée comme elle a été, rappelez-vous les obsèques du père Engelbert en 1995. Lorsque le corps du père Engelbert a été scellé et que la mise en bière n'a pas eu lieu, les évêques et les fidèles sont rentrés à la cathédrale où Monseigneur Jean Zoua, de regrettée mémoire, a expliqué aux fidèles que le corps de Monseigneur, du père ne nous a pas été remis. Le lendemain, je crois que c'est feu le ministre Agba Tabi, qui était ministre de l'enseignement supérieur, est allé présider une levée du corps à la sauvette et ils ont transporté le corps jusqu'à la cathédrale puis envolé pour remettre aux ouvriers apostoliques. On va revivre le même scénario, vous pensez? Non, je ne suis pas sûr qu'on puisse revivre le même scénario parce que, sauf s'il ne tire pas les leçons de l'histoire. À l'époque, lors de la messe des obsèques, Monseigneur doit chasser le gouvernement en commençant par le premier ministre de la cathédrale. Et ils sont tous sortis. Donc, sauf à dire qu'ils ne tirent pas les leçons de leur passé, je crois qu'ils vont s'amender et trouver le juste milieu. Ils ont peut-être tâté un terrain qu'aujourd'hui ils trouvent très très dur parce que, rappelez-vous, jusque-là les évêques n'avaient pas commenté le corps de leurs confrères. Dans le communiqué qui date du 10 juillet, ils disent clairement que le corps de leurs confrères portait des stigmates de violence. Et je regardais Canal 2, votre confrère, Canal 2 lundi soir, et pour la première fois, de manière ouverte, le cardinal Toumi s'exprimait sur cette affaire en indiquant qu'ils connaissent le commanditaire, mais qu'ils laissent soin au pouvoir public qui ont la charge de l'enquête de donner le nom. C'est sûr que vous, les jeunes Tiga, habitués aux investigations, vous pourrez avoir une idée sur le commanditaire, mais vous ne nous dites pas. Nous sommes tous dans la phase de l'investigation et fasse Dieu que nous soyons sur la bonne piste. Mais je voudrais vous poser une dernière question. L'Église, le pouvoir public à Yaoundé n'a pas besoin de perdre la face, il ne veut pas perdre la face. L'Église a peur de sortir affaiblie de cette situation. Quelle sera donc l'issue? À un moment donné, certaines de nos investigations nous laissent dire que lors de la déclaration des évêques, lors de la rédaction de la déclaration des évêques le 13 juin, le cardinal Toumi, qui manifestement est l'aîné de tous, leur avait dit de ne pas compter sur la justice et donc de donner le nom qu'il semble déjà avoir et de dire clairement dans la déclaration qu'il ne comptait pas sur la justice camerounaise. Mais mis en minorité, il a dû ravaler sa proposition. Et donc, ce qui risque de se produire, c'est que comme ils ne vont pas éternellement garder Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à la morgue, vous savez que dans les pratiques, l'Église enterre ses morts dans les 7 jours, maximum 10. Or, ça fait plus d'un mois, nous sommes rendus à 43 jours. Ça commence à être gênant. Donc, ils pourraient accepter de l'enterrer, mais en livrant le nom qu'ils ont. On nous a informé qu'au sein de l'épiscopat camerounais, il y a des fissures. Il y a 2 groupes, un qui soutient le pouvoir et qui demande de passer la main dessus, et un autre groupe
représenté par le cardinal Cléda, qui est intransigeant. Vous confirmez ça? C'est clair que dans chaque famille, il y a des tendances, il y a des divergences d'approche et de vue, mais également il y a des sensibilités. Il y a des gens qui se sentent proches d'un certain nombre d'acteurs du pouvoir, proches peut-être biologiquement, proches peut-être idéologiquement, proches peut-être idéalement, et qui estiment qu'il y a un groupe de radicaux et de durs à la conférence épiscopale. Ils pensent qu'on peut rechercher la vérité sans être radical. Bon, mais il y a un autre courant qui estime que trop c'est trop. Il faut enfin que l'Église s'exprime, qu'elle puisse se faire entendre du pouvoir et dire sa colère, dire son désarroi, mais dire également son indignation face à ce qui s'est passé. Notamment parce que vous avez dit tout à l'heure que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été l'objet d'une grande torture, ce qui est réel. Vous avez également dit que dans ces actes de torture, il y avait une volonté de l'humilier, ce qui est également vrai, parce que nous avons quand même eu accès à un certain nombre d'informations et de documents. Donc, face à cette situation-là, les églises, les ouvriers apostoliques et notamment les évêques du Cameroun entendent dire leur mécontentement et ils entendent le dire haut et fort. Merci, M. Legentiga, et à bientôt de lire votre livre qui incite tout le monde à la lecture. Merci. Merci, messieurs, pour cet échange. Moi, j'ai juste 2 ou 3 petites questions avant qu'on accueille Manuel Wanji pour écouter un peu de musique après cette séquence un peu triste quand même. Il y a 2 ou 3 questions. En parcourant assez sommairement votre ouvrage, Xavier l'a si bien relevé. Vous commencez avec le premier crime, celui de l'abbé Yamba en 1983. Il faut préciser que 1983, il y a eu 3 serviteurs apostoliques, comme vous les appelez, qui ont été tués. L'abbé Yamba est le premier. 2 autres en novembre 1983, notamment, sont également assassinés. Je peux comprendre que la délicatesse du sujet fasse que vous soyez un petit peu réservé sur un certain nombre de choses, mais quand on parcourt dans votre ouvrage et les investigations que vous avez menées, j'ai envie de vous demander, est-ce que tous les crimes qui ont été commis de 1983 jusqu'à celui de Monseigneur Benoît Bala, parce qu'il ne faut pas oublier que le crime de Monseigneur, le décès de Monseigneur Benoît Bala intervient quelques jours après celui directeur du séminaire. Est-ce que tous ces crimes-là ont forcément un lien avec la politique, avec le politique? Est-ce que l'Église elle-même n'a pas quelque chose à voir dans certains des crimes au regard des investigations que vous avez menées? Alors, le problème avec tous ces crimes, c'est que on s'interroge et on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas élucidés. C'est-à-dire que même lorsque on a eu l'impression que la piste la plus suivie, la plus probable était celle de la simple criminalité, les gens ont été protégés. Et donc, on interroge pourquoi l'institution judiciaire au Cameroun ne va pas jusqu'au bout. Et, par exemple, celui de... Peut-être parce que l'Église et l'État s'entendent pour dire il vaut mieux qu'on laisse passer cette affaire. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a des acteurs et non l'institution qu'on protège. Par exemple, celui du 1er décembre 1983, c'est-à-dire celui de Mbalmayo avec Monseigneur Jean Kounou et l'abbé Materne Bikoa, on s'est rendu compte qu'à côté de la piste du vol armé, qui avait été abondamment relayée, il y a une piste à l'intérieur de l'Église de la guerre de succession. Monseigneur Paul Etoga, qui était évêque vieillissant et en train de préparer sa retraite, avait préparé Monseigneur Jean Kounou, qui était son vicaire général, pour lui succéder. Et c'est un prêtre qui n'était pas content. Ça revient donc à ce que je disais, c'est-à-dire que l'Église ne peut pas aujourd'hui nous dire quelle est planche qu'on lève et que tous ces serviteurs ont été assassinés par la main du politique. C'est pour cela que je dis certains serviteurs à l'intérieur de l'Église et non en tant qu'institution. Et certains serviteurs, probablement, qui sont proches, un peu comme nous disions tout à l'heure, du pouvoir. Donc, à l'époque, il y a des noms précis qui avaient été identifiés comme étant commanditaires possibles de ce crime-là. Et au niveau de Mbalmayo, la rue
relaie abondamment de noms de gens qui sont vivants et de certains qui sont déjà décédés. Et autre chose, Légine Tiga, on a parlé, il y a l'une des premières thèses c'est un peu délicat d'en faire mention ici dans une affaire comme celle-là, mais on a parlé d'une affaire d'homosexualité, notamment à la faveur du décès du recteur du petit séminaire. Cette affaire d'homosexualité, ça a été également une thèse qui n'a peut-être pas prospéré longtemps à la suite du décès de Monseigneur Bala. Et on se rend compte que ce n'est pas la première fois qu'il y a une affaire d'homosexualité suite à un décès de prélat. En 1980, en 2002 déjà, oui. Avec l'abbé Apollinaire Claude Nzi, il y avait déjà eu cette affaire d'homosexualité où il avait été tué par quelqu'un qui se disait être son amant et qu'il avait tué à la suite des ébats sexuels qu'ils avaient eus. Il y a donc aussi cette thèse d'homosexualité qui peut prospérer. Alors, il faut se demander qui a intérêt à ce que la thèse de l'homosexualité prospère. Ce n'est pas pour dédouaner, les pratiquants ou les praticiens, mais simplement pour dire que l'homosexualité est quelque chose de vil dans notre société. Et en remuant... Dans la société peut-être, mais pas pour l'Église. Non, je crois que même pour l'Église. Dans la simple mesure où, en 2002, lorsqu'on nous parle de cette affaire d'homosexualité, on est tous surpris, mais on veut savoir. Malheureusement et rapidement, et c'est là où la justice ne joue pas un rôle vraiment sincère. Parce que lorsque le présumé amant homosexuel de l'abbé Apollinaire dit a reconstitué le crime, il a reconstitué un meurtre par strangulation. Mais le rapport d'autopsie, dans ce cas-là également, est formel. Il est mort, le crâne fracassé. Sauf à dire que le cintre avec lequel on l'a étranglé a fracassé le crâne. Non, à partir de ce moment-là, on ne peut pas nous convaincre de telle thèse. Bien plus, dans le cas de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, il est question d'homosexualité et de pédophilie. Entretenu éventuellement, et c'est ce qui se dit, par des membres du clergé. Par des membres du clergé qui ont organisé des excursions au profit d'un certain nombre de personnalités à Yaoundé. Contre quoi? Il faut bien savoir. Quelle personnalité? Il faut bien savoir. Est-ce que finalement, dans cette affaire, l'Église et l'État ne sont pas de connivence et c'est nous qui sommes les dindons de la farce? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que je voulais prendre un dernier cas, celui des sœurs de Djoum. Vous vous souvenez très bien, vous savez très bien la thèse qui a suivi leur assassinat. Elles auraient été des confidentes de la défunte première dame et ainsi de suite et ainsi de suite. Est-ce que finalement, comme je le dis, il n'y a pas une connivence entre l'Église et l'État qui se rendent coup pour coup? Mais je ne pense pas que même dans ce cas-là, il y a une connivence entre l'Église et l'État. Je vous dis encore que... Non, quand je parle de connivence, ce n'est pas qu'ils décident ensemble de commettre des assassinats, mais au moins qu'ils sont en bonne intelligence, que quand tu as commis un crime, je n'ai rien dit, quand je commets un autre, tu ne dis rien non plus. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de parfaite intelligence non plus. Dans la mesure où, dans le cas des sœurs de Djoum, vous savez, les gens sont libres d'avoir leurs relations, y compris haut placés. Malheureusement, il peut également arriver que cette relation-là les conduise à des choses désagréables. Mais après, l'institution va réclamer et va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est à cette institution qu'on ne répond presque jamais. C'est à cette institution-là qu'on ne répond presque jamais. Et c'est ça qui est dommage, pour revenir à la question que posait Xavier Messé à un moment, c'est que, sous feu le président Aïdjo, la relation tumultueuse entre l'Église et l'État a abouti à des procès du genre Ndogmo, mais il n'y a jamais eu mort d'homme. Il y a eu une expulsion qui a été organisée, le Vatican ayant demandé à ce qu'on lui restitue son évêque. On a décidé d'expulser Ndogmo du Cameroun, qui a été envoyé comme nonce apostolique au Canada, où il a exercé son ministère. Mais au jour d'aujourd'hui, les acteurs sont forcément plus féroces, plus violents, même si c'est une violence soporisée, mais ils sont beaucoup plus violents que ceux d'antan qui étaient peut-être brutaux, mais qui n'avaient pas affiné leur violence.
Puisque vous êtes avec nous jusqu'à la fin de l'émission, on parlera tout à l'heure de l'instant promo du livre, parce que je suis sûr que beaucoup de gens qui nous regardent ce soir se demandent où est-ce qu'ils peuvent se le procurer. On en parlera dans quelques instants. On va rentrer tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Ce sera en musique avec ce single que vient nous présenter Manuel Wandji, qui s'intitule Bolé Bolé. On en entendra parler, mais dans cette deuxième partie également, on en parlera de médecine à la portée des enfants à la faveur de deux ouvrages commis par un médecin qui est également écrivain, qui lui a décidé de porter les principes de la médecine, de mettre le principe de la médecine à la portée des enfants, que tout le monde puisse se les approprier. Du coup, il démystifie un peu la médecine. Le docteur Nana Rudy Arnaud sera également avec nous et on ira également à l'Est parler du festival réservé aux hommes de la forêt. Mais tout de suite, c'est la musique Bolé Bolé de Manuel Wandji. Manuel Wandji ou plutôt Wambo, il nous dira tout à l'heure quelle est la différence entre les deux. Wambo, bonsoir. Bonsoir. Merci, c'est un plaisir de te recevoir une nouvelle fois sur notre plateau. Merci, moi aussi. On aurait dû se voir déjà il y a 2 semaines, mais tu as visiblement un agenda très chargé depuis que tu arrives. C'est vrai que je suis venu présenter au public camerounais 11 ans après donner son cœur en amitié. Oui. Voilà, j'avais mis beaucoup de temps et voilà le premier single enfin de... Donc Wambo est de retour. Alors, j'ai un petit peu laissé Manuel Wandji, le compositeur, le percussionniste, tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quelle est la différence entre Manuel Wandji et Wambo? C'est vrai que j'ai toute une série d'albums au nom, à mon propre nom, hein, Manuel Wandji, mais c'est vrai que c'est plus un travail que j'avais développé autour de la percussion, de la danse et des musiques que je fais beaucoup aussi pour les images. L'image, je travaille beaucoup aussi pour l'image. Et le producteur, parce que j'ai quand même produit Henri Dikongué à l'époque. Oui. Dans mon dernier album, qui est un voyage d'ailleurs, qui s'appelle Voyage and Friends, on trouvait des collaborations de Manu Dibango, Caresse Fotso, des chanteurs américains. Mais là, pour les chansons vraiment où je suis vraiment chanteur lead, où il n'y a que ça, c'est vrai que il y a 11 ans, quand j'ai sorti ce premier album, j'avais repris en fait un pseudo que j'ai depuis en fait le lycée Leclerc depuis très longtemps, qui s'appelle Wambo. Voilà. Alors moi je voudrais dire, tu es un vrai musicien, non, musicien c'est peut-être un homme musique, parce que tu es dans tous les secteurs de la musique, tu produis, tu arranges, tu écris, tu composes. Finalement, quand on est comme ça, pourquoi on a envie de venir front office, de devenir lead vocal, de se mettre devant? Je pense qu'après avoir accompagné beaucoup de gens, produit aussi beaucoup de gens, c'est vrai qu'il arrive un moment où vous avez aussi d'exprimer vos propres chansons, vos propres textes, parce qu'en fait, moi, je pense qu'une bonne chanson, c'est d'abord aussi un bon texte. Oui. Et donc, après 15 ans de production comme ça, c'est pour ça que j'avais changé de nom, parce que c'est un peu comme un écrivain. Vous savez, il y a des écrivains, ils ont envie de changer de style, ils ont envie d'attaquer un nouveau style, mais ils sont obligés de changer de nom pour pas mélanger un peu, le public se perd pas trop. Même les problèmes des fois de référencement, simplement sur Internet. Et donc, j'avais repris donc ce surnom, comme je disais tout à l'heure, que j'avais depuis très longtemps, parce que tous mes amis m'appellent Wambo depuis le lycée Leclerc, donc ça date. Et j'ai donc sorti ce premier album il y a 11 ans. Et malheureusement, c'est un projet que j'avais quand même beaucoup pensé pour le Cameroun, en tout cas pour l'Afrique. Et je me suis retrouvé dans un milieu où la piraterie était absolument partout. On a cassé la CMC pour mettre la SOCAM. Moi, j'ai jamais touché un seul centime de droit d'auteur de cette dernière. Il y avait le projet Culture Mboa qui s'est aussi mal terminé. Vous comprenez, ça fait quand même beaucoup de choses, qui fait que je me suis dit, bon, si c'est ça la chanson, je repars à Manuel Wandji, continue à faire mes musiques, au moins là, je suis payé, je tourne ces projets-là dans le monde, bon. Mais bon, quand on est un créateur, on a toujours des idées, on continue à écrire des textes et bon, j'ai réussi avec certains mécènes que je remercie au passage, que je ne citerai pas, mais je remercie, qui m'ont permis de pouvoir finaliser un album de 12 titres, dont je viens livrer le premier single. Mais dis-moi, il y a quand même un énorme contraste quand on t'écoute toi en tant que lead et quand on écoute toi en tant que compositeur ou en tant que highlight. Highlight. C'est quoi? Je crois que c'est un peu comme moi-même, quoi. Je suis un melting pot de beaucoup d'influences et je pense que le métissage aussi apporte ça. C'est-à-dire, vous comprenez qu'il y a des choses intéressantes partout. Et c'est vrai que quand je compose, sincèrement, je ne réfléchis pas. Je fais les choses comme elles viennent. Je dis souvent, ça sort comme ça sort. Et
Et j'espère qu'après, ça plaît au public ou pas, quoi. Bon, moi je trouve très bien, mais seulement, je voulais poser une question. Est-ce que ça ne fait pas peur aujourd'hui de faire un album au Cameroun? Tu viens de citer toi-même plein d'expériences que tu as avec la scène artistique. Je ne suis pas le seul, tout l'environnement camerounais. Prenons simplement la distribution des disques. Tu as tenté, avec certains de tes collègues, de lancer le Culture Boa, qui était justement de ramener une sorte de distribution du disque. Ça n'a pas marché. Pourquoi, malgré ça, on a toujours envie de faire un album? Là, tu viens d'en faire un qui a quoi, 12? Ben, c'est ça, les créateurs. Il y a une force comme ça qui nous dépasse. Et je pense que au-delà de tous les échecs, enfin, c'est pas des échecs parce que ce premier album, c'était un échec pour le producteur que je suis, parce que financièrement, j'ai pas du tout pu retrouver ma mise. Mais par contre, c'était pas du tout un échec au niveau du public. Oui. Donc c'est plutôt le public qui m'a poussé à continuer. Moi, je continue à prendre le taxi en commun. Je suis très connecté à la population quand je suis là. Et je suis impressionné de voir comment mes chansons vraiment sont rentrées dans le patrimoine de la culture ici au Cameroun. Et de voir que les gens ont vraiment un amour profond pour cette chanson. Parce qu'il y a un texte, je pense que le texte parle toujours. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment quand même dans une musique vraiment Kleenex, où 3 mois après, on ne sait même plus ce qui était sorti. Donc, dans cet environnement, je suis moi-même surpris de voir que 10 ans après, ça reste alors, encore, les DJ le jouent toujours. Très rapidement, présente-nous l'album. Alors, ça sera un album très varié, donc comme je le fais toujours, mais avec toujours ce fond afro-reggae, même si le premier single, Bolé Bolé, n'a pas d'influence reggae dedans. Mais en tout cas, ça sera un album varié où les thèmes de société reviennent, qui me sont chers, les causes humanistes. Parce que je pense que vraiment, quand on fait des chansons, et c'est notre rôle un peu d'artiste, c'est de tirer les gens vers le haut, quoi. Je pense pas qu'il suffit, comme je vois un petit peu trop. Malheureusement, tous les artistes ne pensent pas comme ça. Voilà, aujourd'hui, je vois un peu trop les gens qui ramassent la merde qu'il y a et ils mettent ça dans leurs chansons. Moi, je dis la merde, les gens ont déjà ça tous les jours. Je pense que le rôle d'un artiste, c'est de les élever. S'il y a des gens qui écrivent des très beaux livres, c'est pour élever les consciences. S'il y a des gens qui font des belles émissions comme la vôtre, c'est pour essayer que, une fois on est sorti de là, on devient meilleur ou on a grandi, quoi. Moi, je pense que notre rôle, en tout cas, d'artiste, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il faut faire attention de ne pas se fourvoyer, justement, actuellement, dans quelque chose de facile et très éphémère. 2 questions promo pour sortir. La première, le single, on le trouve où? Est-ce qu'il est déjà disponible physiquement ou alors juste sur les plateformes digitales? Alors, pour l'instant, il n'est que sur les plateformes digitales. Et bien sûr, j'invite tous les auditeurs à aller voir le clip en entier sur ma chaîne YouTube. D'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, la musique, en tout cas au Cameroun, se vend plus via les réseaux de téléphonie. Donc on est en train de développer des partenariats avec eux pour que les gens petit à petit comprennent qu'il faut quand même, arriver à un moment, il faut quand même payer quelque chose si vous voulez qu'on continue simplement à créer, quoi. D'accord. Voilà. Et l'album, il sort quand? Alors l'album, j'espère à la fin de l'année, sinon début 2018. Mais entre-temps, vous aurez encore un autre plat. Ben écoute, on considère donc que Bolé Bolé que tu nous as présenté aujourd'hui, c'est l'entrée et on attend donc le plat de résistance avant d'arriver finalement au dessert qui sera la sortie de l'album en lui-même, en espérant que tu viennes nous le présenter. Tiens, il était il y a 2 ans, tu étais là, assis, toujours au même endroit. Oui. On a gardé un petit souvenir de ton dernier passage, je voulais te montrer avant que tu partes. On peut la voir, c'est Charles. Trop fort. Voilà, on a gardé cette petite image-là, tu vois. Ça ne nous rajeunit pas, j'ai envie de dire, parce que... Voilà. Donc, tu n'as pas changé en tout cas. Merci, tu es gentil. C'est moi qui devrais te dire ça. Merci beaucoup infiniment d'être venu. On va te laisser parce que là, tu files, là tu repars sur Paris. Oui, c'est vrai que j'étais au Cameroun depuis le 1er juin et j'ai pas arrêté de faire un maximum de promos. Et ça s'est bien passé plutôt. Oui, je suis même encore une fois touché par le nombre de médias qui me veulent. Et j'ai essayé de satisfaire à peu près tout le monde. Et voilà, parce que la communication de proximité est aussi importante que des grandes chaînes panafricaines comme la vôtre, quoi. Merci infiniment Wambo d'être venu chez nous. Merci de nous avoir présenté ce magnifique album que nous allons garder sur notre programmation à l'antenne de Vox Africa. Bon vent. Merci beaucoup. On attend le plat de résistance avec beaucoup d'impatience. Vous verrez. On espère bien. On va accueillir dans quelques instants un autre invité. Cette fois-ci, c'est un médecin qui vient nous parler de médecine. Vous ne connaissez pas grand-chose à la médecine, Xavier Messé? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je vais voir les médecins quand je suis malade. Oui. Vous êtes souvent malade? Non, heureusement. Heureusement. Hein? Je vous le souhaite pas en tout cas. Je vous le souhaite pas en tout cas. Léger Tiga, avant d'accueillir le docteur Nana, l'ouvrage que vous avez commis, l'Église des martyrs au Cameroun,
est-ce que lui, il est déjà disponible? Est-ce que les gens peuvent déjà se le procurer? Oui, je crois qu'il est disponible depuis quelques semaines. La librairie des Peuples Noirs a commandé un certain nombre d'exemplaires, mais aussi la librairie Saint-Paul. Le gros de la cargaison se trouve encore dans le bateau qui est dans les eaux pour le Cameroun. Et c'est une commande des éditions L'Harmattan Cameroun. Bon, dans les prochaines semaines également, si je m'en tiens à ce qui m'a été dit par l'Harmattan, on pourrait avoir une cinquantaine ou une centaine d'exemplaires qui vont venir de Paris par les airs. Et je suppose qu'on attend cette cargaison-là pour programmer une cérémonie de dédicace? Je l'espère moi aussi. En tout cas, je l'envisage au début du mois de septembre. D'accord. Docteur Nana Rudy Arnaud, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci infiniment. Je suis très heureux de vous rencontrer. On a échangé beaucoup au téléphone. Je suis finalement heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Vous savez, ils sont bizarrement, Xavier, de plus en plus jeunes, les médecins. Ben oui, parce que moi, quand j'entends un médecin, je m'attends à voir. Là, Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très On ne bien. fait pas la question qu'on pose souvent au médecin. Généralement, c'est le médecin qui demande comment on va. Mais... Oui, c'est vrai qu'on pose beaucoup aux consultations, comment vont nos patients, mais merci, je vais bien. Vous êtes médecin? Oui. Vous avez décidé également d'écrire. Oui, tout à fait. Et là, vous venez nous présenter deux ouvrages qui sont des ouvrages didactiques que vous comptez mettre à la disposition des élèves. Bon, en fait, il y en a deux. L'un pour les grands, c'est-à-dire les médecins généralistes, médecins D'accord. qui fonctionnent. Donc, les cadres nosologiques, oui. c'est pour les médecins généralistes. Oui, la méthode d'approche diagnostique en tiroir, c'est D'accord. une façon de penser les diagnostics et d'énumérer les hypothèses Oui. en sachant comment les éliminer les unes après les autres, surtout en ayant l'idée de ce qu'il faut chercher. Parce que justement, je ne sais pas si Xavier et Léger seront d'accord avec moi, j'ai l'impression que dans la médecine, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, il y a un gros problème au niveau du diagnostic. Exact. Ailleurs, en Europe et aux États-Unis plus particulièrement, il y a déjà des formations, des spécialisations en diagnostic, il y a des diagnosticiens. Oui. Mais en Afrique, il y a un gros problème de diagnostic. C'est pourquoi les soins de santé continuent de coûter très cher, parce qu'il faut faire une batterie d'examens Pour trouver le bon. Et donc, la Vraiment, ça ne méthode... me surprend pas que vous ayez constaté le problème, connaissant votre vivacité habituelle. Effectivement, c'est-à-dire que partant même de la fac de médecine, d'où moi, de Yaoundé 1, où j'ai fait mon école, dès la 5e année, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans l'éventail, la possibilité d'éliminer une maladie après l'autre et d'avoir effectivement le feeling de trouver tel symptôme correspond plus à celle-ci que celle-là. On est un peu plus dans une vision très tunnelisée, très uniforme, très épidémiologique, où on nous enseigne essentiellement les maladies très présentes dans la population. Et donc, finalement, on soigne celles qui sont très présentes dans la population et non pas l'individu. Pourtant, l'individu, lui, peut avoir la maladie un peu moins présente, un peu plus rare, mais c'est celle-là qu'il faut trouver pour pouvoir le soigner. C'est justement pour ça qu'on a pensé la méthode des cadres nosologiques, qui est en fait une méthode où on a réuni les maladies qui ont les mêmes manifestations cliniques à un moment donné de leur histoire naturelle. Donc, en fait, vous avez un cadre nosologique. Par exemple, les médecins vont se reconnaître vite. Hémorragie digestive haute, je prends un exemple, où vous crachez le sang, vous faites de mélinat. On a donc un catalogue d'étiologies qui doit être égrené les uns après les autres, après que vous ayez ouvert le tiroir, qui est en fait le cadre nosologique. Je ne veux pas dire l'innovation, mais l'apport de ce document, c'est qu'il généralise ce qui était exceptionnel. C'est-à-dire qu'en médecine, on nous enseigne rarement avec des ouvertures comme hémorragie digestive haute, hémorragie du premier trimestre en gynécologie. Et beaucoup trop, on s'est focalisé sur l'enseignement étiologique trop tôt. C'est-à-dire qu'on vous fait un cours, par exemple, la staphylococcie pleuropulmonaire. Staphylococcie qui est une bactérie, mais en fait, elle entre dans le grand groupe des pneumonies communautaires aiguës. C'est-à-dire des pneumonies qu'on acquiert en communauté, hors de l'hôpital. Effectivement, dans cette communauté, vous aurez justement la staphylococcie, la streptococcie, hémophilie. Mais en fait, quand vous enseignez le cours sur staphylococcie, sans le rappel pneumonie communautaire, quand vous voyez un patient, il fait sa toux, son syndrome de condensation, vous pensez d'abord à la staphylococcie pleuropulmonaire et vous n'arrivez jamais à hémophilus.
ou bien vous n'arrivez jamais à la légionellose, qui est en fait une maladie un peu plus rare. Mais pourtant, si vous avez ouvert d'abord votre tiroir qui est la pneumonie communautaire aiguë, et puis vous avez pris la peine d'aller les uns après les autres en éliminant les urgences par priorité, c'est-à-dire l'urgence pronostique, celles qui tuent plus vite, il faut éliminer d'abord ces maladies-là, ensuite l'urgence de fréquence, celles qui sont les plus fréquentes, et enfin l'urgence de savoir, celles qui sont plus rares mais importantes pour traiter le malade. Là, docteur Nana, vous donnez un outil au travail à vos collègues. Mais ont-ils les moyens d'utiliser cet outil? Je parle notamment du déficit en termes de ressources humaines dans la médecine Cameroun. Et on sait qu'aujourd'hui, on a les statistiques, je ne sais pas très bien, mais un médecin pour pratiquement 1 millier d'habitants. Oui. Et la technique que vous prenez, même si je n'y comprends pas grand-chose, je le confesse, oui. Semble demander que le médecin, en consultation, prenne beaucoup de temps avec le patient. En a-t-on les moyens aujourd'hui? En fait, le médecin apprend tout. D'abord, on est toujours en train d'apprendre, nous les médecins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'emblée qu'on peut tout faire dès le premier jour, on connaît tout. Donc on est assez humble pour savoir qu'on apprend tous les jours. Donc même ceux qui sont sur le terrain sont d'avis qui vont s'actualiser. Bon, mais maintenant, en tant qu'individu, oui, les médecins camerounais ont les moyens d'acquérir toutes les connaissances nécessaires parce que... Non, moi je ne parlais pas d'acquérir, hein, je parlais de les appliquer. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il faut ouvrir un tiroir et commencer à refermer les tiroirs un à un, ça veut dire qu'il faut prendre au minimum 1 heure de temps pour une consultation. Quand on a 20 patients qui attendent dans la salle d'attente... Certainement, le problème du temps de consultation se pose toujours, quelle que soit la technique qu'on utilise. Et peut-être celle-ci ferait qu'on y prenne plus. Peut-être c'est pourquoi les médecins préfèrent se décharger et dire, bon, ok, aller faire des examens et revenir avec les résultats. La conscience de la santé du patient fait en sorte que lorsqu'on n'est pas d'emblée sûr d'une étiologie, on prend le temps de vérifier les autres. Parce que de tôt ou tard, tout ne se joue pas à la consultation. Ce jour-là, il y a aussi les visites en bedside, en hospice, ou bien il y a les rendez-vous. Donc, on a toujours le temps de se rattraper, si je peux utiliser le terme se rattraper, ou bien d'aller en profondeur sur le malade lorsque les premières intentions n'ont pas marché. Le deuxième ouvrage, lui, est un livret explicatif. Le macrophage et la bactérie s'intitule. Vous décidez donc de susciter la curiosité des jeunes sur les questions médicales. Exactement. Le premier est pour les grands et le deuxième c'est pour les petits. Il y a un grand écart. À l'intérieur, il y a un CD. Ici, en fait, je n'avais pas vu le CD, tiens. Exactement. Il y a un CD avec des images en bande dessinée. Dans ce document-ci, l'intention était de susciter justement la curiosité ou l'orientation intellectuelle des jeunes vers le métier de la médecine. Pourquoi est-ce qu'on veut être footballeur? Parce qu'on voit vite les matchs de foot à la télé. On veut être musicien parce qu'on voit vite les musiques à la télé. Pourquoi on veut être médecin? Rarement, souvent, c'est parce qu'il y a une filiation parentale. Mon papa, par exemple, il est infirmier. Il travaille à l'hôpital central. Déjà, je le salue. Il m'a entraîné directement vers la médecine. Il m'a dit, mon fils, voilà, si tu peux, voilà, ça serait cool. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai aimé à un moment donné. Mais la population générale n'a pas. Moi, je peux vous dire que ça ne suffit pas. Il faut aussi être brillant à l'école parce que sinon, moi, je serais devenu médecin. Voilà. Il y a aussi des. Mais tu ne sais pas brillant à l'école? Non, pas du tout. Je ne crois pas. Et voilà, il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin, n'est-ce pas, ces enfants, d'une approche un peu plus simple, plus didactique, où on les raconte simplement les choses qui semblent complexes et ils découvrent effectivement que cette médecine est en fait très intéressante. Et ce que je veux ajouter sur cette œuvre en particulier, c'est que ce n'est pas que pour susciter la curiosité des jeunes, mais c'est aussi un document très important dans l'explication du système immunitaire. Le collège Vogt, déjà, l'a intégré dans son programme de l'année qui commence, et le collège Antabi aussi, parce qu'en fait, quand on entre dans quand on regarde cette vidéo, elle contient tellement de points clés du système immunitaire, c'est-à-dire la vraie compréhension du système immunitaire, que les enseignants eux-mêmes ont sollicité de l'avoir pour pouvoir faire cet enseignement imagé à leurs étudiants. Donc, même les enfants actuellement qui font les cours de préparation en fac de médecine, tellement ils ne comprennent pas certains aspects du système immunitaire qu'ils ont besoin de ce document-ci pour les aider. C'est parce que vous ne comprenez rien en médecine que vous n'avez pas de questions, Xavier? Ben non, je suis très content de l'écouter, très content, ça m'enrichit. Je n'ai pas de questions à lui poser, apparemment. Alors, promo des deux ouvrages, oui? Oui, non, j'ai dit, je n'ai pas de questions particulières. Promo des deux ouvrages? Déjà, c'est fait sous la bannière d'un collectif, les Hommes Stylo. Nous, on a pour mission l'intelligence pour le développement, c'est-à-dire inculquer des valeurs académiques, sociales et morales aux jeunes pour qu'ils puissent accomplir, se réaliser. On
on compte publier plusieurs. Nous sommes des médecins, des ingénieurs, des poètes. Et ici, voilà, si vous pouvez nous contacter, parce que ce sont des ouvrages essentiellement, pour le premier, numérique, qui est libre. Pour le second, il est dans les bibliothèques, en fait, Institut Goethe, Institut français, Collège Vogt, Jean Tabi. Merci infiniment, Dr Nana, de venir nous voir à l'occasion pour nous expliquer tout ça. On espère que vos collègues comprendront mieux la méthode du diagnostic en tiroir. Moi, je vais relever le problème du diagnostic parce que j'en suis souvent victime. Ça, je pense que c'est intéressant parce que je me souviens également, quand j'étais tout petit, il y avait un dessin animé qui passait à la télévision, qui ressemblait à quelque chose comme ça. Oui. Et où on expliquait... Merci infiniment. On n'a pas dit où vous êtes médecin? À Elig Mfomo, l'hôpital de district d'Elig Mfomo. C'est dans la Ligue. Oui, dans la Ligue. Juste après, voilà. Voilà. Oui. Non loin de chez Léger. Non loin de chez Léger, non loin de Monseigneur Benoît Bala. Donc, on a en plein dedans aujourd'hui. Alors merci infiniment, docteur, d'être venu nous voir et à très bientôt. Quand vous passez par ici, comme je le dis souvent à tous ceux qui nous font l'amitié de venir, si vous voyez de la lumière, c'est qu'on est là, vous vous arrêtez pour nous dire bonjour. Merci beaucoup. Un docteur pouvant en cacher un autre, on va recevoir un autre docteur qui vient pas, elle, nous parler de médecine, mais plutôt du Festival des peuples de la forêt. C'est un festival qui concerne donc les peuples ressortissants, les ressortissants de l'Est Cameroun particulièrement. Il se déroule du 26 au 29 juillet prochain. Ce sera à Bertois, le chef-lieu de la région de l'Est au Cameroun. Docteur Léontine Kamba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, expliquez-nous, pourquoi la nécessité de faire un festival consacré au peuple de la forêt? Alors, déjà, comme on dit, le culturel, j'ai lancé cette transition de l'Est. Je n'avais pas d'événement, mais on culturel. Alors, celui-là, c'est seul pour l'instant qui existe. Donc, le complet déjà se dit là. D'accord. Et donner une plateforme à ces populations pour qu'elles puissent nous montrer leur savoir-être, faire culturel. Il y a pas une chose qu'on gorge dans la forêt. Et donc, ces populations sont à même de faire. Et donc, nous avons besoin d'une plateforme de s'exprimer, de nous montrer ce que ça fait, de curieux, de beau, de magnifique. Voilà. C'est déjà comme un vaste marché où ils peuvent venir montrer et ça comme une plateforme d'échange puisqu'il y aura les étrangers, des gens qui pourront venir découvrir ce qu'ils auront à nous montrer, quoi. Et suite à ça, il y aura une élection, l'élection Miss Forêt. Alors l'élection Miss Forêt, c'est là pour valoriser l'art culinaire, vestimentaire et linguistique. D'accord. Je suppose donc que la muse doit savoir faire la cuisine, doit bien s'habiller et doit bien parler sa langue traditionnelle. Oui, couramment, elle doit bien parler. Déjà, nous avons une candidate gabonaise, une candidate centrafricaine. D'accord. Donc les Camerounaises n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. Ok. Mais elles n'ont pas peur, hein. Elles sont suffisamment Qui porte le belles. festival? Est-ce que vous le portez toute seule? Est-ce que c'est une association qui le porte? Est-ce qu'il y a un apport institutionnel? Est-ce que l'État du Cameroun ou qui accueille le festival vous soutient? Oui, déjà, il y a une association qui organise le festival, c'est CASOL, Cameroun Soleil Levant, une association qui a été mise sur pied en 2012, oui, et légalisée ici à Yaoundé. Bon, comme institution, nous avons déjà de façon naturelle le ministère des Arts et de la Culture qui parraine. Comme il y a des étrangers, nous avons le MINIREX, le ministère des Relations extérieures, oui. Et nous avons quelques entreprises aussi qui viennent appuyer pour que la fête soit et qu'elle soit belle. Voilà. Le festival des peuples de la forêt. Oui, je voulais savoir est-ce qu'il y aurait des exposés sur l'histoire des peuples? Vous ferez des conférences? Oui, le thème déjà retenu, celui qui est là, que je sais de façon claire, c'est les grandes résistances du Grand Sud face à la pénétration blanche, bon, surtout allemande, quoi. Et bon, nous avons le professeur Eugène Elundu, un collègue de l'ENS qui viendra animer cette conférence. Et d'autres thèmes peuvent venir, nous sommes ouverts aux propositions, mais celui-là est déjà retenu. Voilà. J'avoue, Paul, j'ai reçu un mail venant d'Afrique du Sud, quelqu'un d'Afrique du Sud qui m'a écrit pour me demander des précisions sur ce festival, qu'il aimerait venir d'Afrique du Sud. Alors, c'est une occasion. Vous ne saviez même pas que je ne savais pas que j'allais rencontrer là. Alors là, je vais en profiter pour lui transmettre. Oui, ils seront les bienvenus. Ça va faire le 4e pays étranger, parce que nous avons le Gabon, le Congo démocratique. La Guinée équatorienne ne vient pas?
Non, on n'a pas encore eu les intentions de la Guinée équatoriale, pas encore. Donc, et l'Afrique du Sud, donc, ça sera plutôt génial, voilà. Vous voyez que vous avez bien fait de venir, vous n'êtes pas venu pour rien finalement. En effet, je le constate. Le Festival des Peuples de la Forêt se tient donc du 26 au 29, c'est pas loin, hein, c'est dans quelques jours le festival. Dans près de 2 semaines, une dizaine de jours. Oui, une dizaine de jours, du 26 au 29 juillet prochain, ce sera à Berthois. Je vous demande pas si vous allez y aller, Xavier. Je sais que si vos amis d'Afrique du Sud viennent, vous irez forcément faire un tour. Ben, j'aime bien aller à Berthois. C'est moi, ce une qui ville que j'aime beaucoup. ce qui me plairait, c'est la gastronomie. Ben oui. J'espère que mon agenda... Les plats, on voit des disparitions, vous allez les refaire. Oui, bien selon sûr, les... il y aura tout un côté restauration où on pourra déguster les plats de ces peuples-là. On pourrait déguster le mbol, vous savez ce que c'est? Le mbol. Le dengue. Le dengue, oui. Le mankeli, baou, plein de choses. Le coq, fait façon centrafricaine, et les gens de Batouri, ils font ça de la même façon. Il y aura plein de choses. Et au sortir du festival, on a pris 5 kilos. Merci. C'est temps à y aller, hein. Je crois qu'il faut aller. Surtout qu'il y aura l'élection Miss Forêt. C'est l'occasion de regarder des belles femmes. C'est pas ça? Je pensais que ça vous avait échappé, les amis. On accueille Florent Baga pour terminer. Vous restez avec nous, docteur Kaba, pour la fin de l'émission. Je voulais juste préciser à Xavier que vous êtes enseignant à l'école normale supérieure de Yaoundé. Voilà, justement. De mathématiques. Voilà, de mathématiques? Oui. Voilà. C'était pas mon fort, les mathématiques. Bonsoir. Bonsoir, Florent. C'est encore loin la Saint-Valentin. Le rouge passion, c'est... voilà. Ça va? Ça va, super. Alors, t'as passé une bonne semaine? Très très bonne. D'accord. Comme d'habitude. Vous avez un air commun, hein? Oui, vous avez, c'est ma fille. Je suis sûr que la dot, tu vas... J'en prends déjà. Ah bon? Oui, j'en prends déjà. Donc je suis papa. Alors, Flora, Xavier, docteur Léger, docteur Kamba, Flora vient tous les soirs, tous les vendredis soirs, avec une image. Ou une vidéo. Avec un indice. C'est une compétition qui se déroule entre Gabriel Zava et comme Cabral n'est pas là, je vais prendre de l'avance. En espérant que vous allez trouver, vous pouvez participer également. Il y a un indice. Une serviette pour la beauté du jardin. On commence par la vidéo, c'est l'image. La vidéo. C'est une vidéo. D'accord, vidéo. une serviette pour la beauté du jardin. Alors vous regardez la question, vidéo. que mijote-t-il à votre avis? Et l'indice, une serviette pour la beauté du jardin. Attends. Bon, jusqu'ici je vois pas de jardin. Qu'est-ce qu'il mijote? Il mijote une serviette pour la beauté du jardin, mais... Qu'est-ce que c'est alors? Une serviette... Ça, c'est vraiment du ciment, ça? Oui, bien sûr. D'accord. Et la serviette, elle est dans le ciment pour le jardin. Qu'est-ce qu'on fait dans un jardin? C'est les moules à peau. Des pots de fleurs. Peau de fleurs. D'accord. On peut applaudir pour le docteur. Pourquoi qu'est-ce qu'elle fait, la serviette? Vous allez voir en... Elle sert de moule. Il y a les photos. Elle sert à faire, comment on appelle ça, les motifs. Oui, elle sert à faire des motifs. Ok. Et puis ensuite, on les place dans les jardins. D'accord, d'accord. Comme c'est du ciment, ça durcit. On a des images, Charles, pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble à la fin? Voilà. Ah, d'accord. Et donc ça, c'est des serviettes? Voilà, ce sont des serviettes. Ok, d'accord. En ondulation. D'accord. Voilà. Oui, c'est joli. Ça pourrait inspirer les peuples de la forêt pour le festival. Oui. Mais j'avais jamais pensé à ça. On a des pots classiques, mais là, vous trempez du pot dans du ciment, vous le laissez durcir. Vous faites le motif de votre choix. Voilà. Et ça donne un magnifique pot de fleurs. Mais après, on peint, c'est ça, on met la peinture. Oui, après, bien sûr, il faut peindre, sinon ça rade la couleur du ciment et c'est pas très beau. Il faut trouver, c'est génial. Hein. Oui. C'est très, très génial. Et ça se fabrique où? On les fabrique où? Partout, tout le monde Donc peut tout le monde peut le faire. Même moi. La vidéo. On a une autre vidéo. On a une autre vidéo, voilà. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Je vous parlais de ça, Xavier, tout à l'heure en introduisant l'émission. 7 à 8 enfants par femme, on ne peut pas se développer tant qu'on a des enfants? Ben, je crois que
ce discours a été prononcé récemment, Oui. lorsque le président français a dit que les pays africains doivent s'en prendre à eux-mêmes. Ceux qui veulent sortir du franc CFA, ils n'ont qu'à sortir. On a vu la Mauritanie qui est sortie, on a vu Madagascar qui est sorti. Il parlait sur un ton tellement insolent, arrogant. Un peu à la Sarkozy à Dakar. Un peu à la Sarkozy. Mais je crois que d'un côté, il n'a pas totalement tort. De l'autre côté, il faut qu'il sache quand même qu'il s'adresse au peuple d'Afrique avec un peu de respect. Ce n'est pas parce qu'on est ancien colon ou parce qu'on est puissance économique qu'on doit parler aux gens avec autant de condescendance. Mais en tout cas, ce sont des gouvernants africains qui veulent être traités ainsi. En se faisant traiter ainsi, ils font maltraiter l'Afrique. Moi, je peux vous dire que j'ai été, et je le suis toujours, choqué qu'après ces deux déclarations fortes, celle sur la sortie du franc CFA, où il dit carrément que vous n'allez pas considérer que le franc CFA est la cause de vos échecs politiques et économiques, et cette phrase sur les naissances en Afrique, je suis quand même étonné qu'aucun chef d'État africain, qu'aucun Africain, intellectuel africain, n'ait trouvé rien à redire jusqu'à présent. Mais Paul, nous sommes en train de le faire. Hein. Oui, voilà. Sauf nous le faisons sur ce plateau. Oui, sauf oui, bien nous sûr. n'avons pas de pouvoir politique. Le seul pouvoir que nous avons, c'est de dire ce que nous sommes en train de dire. Alors, disons, sur le point 7 à 8 enfants pour une femme africaine, je vais m'inscrire en faux, quoi. Bon, disons que sur le plan individuel, c'est-à-dire qu'on a 7 à 8 enfants, c'est un peu... c'est un peu compliqué, mais sur le plan... quand on voit ça en gros, c'est-à-dire... Sur le plan communautaire. Oui, sur le plan communautaire, en fait, c'est une grosse comédie parce que l'Afrique n'est pas peuplée. Le Cameroun n'est pas assez peuplé. Par ici, maintenant, le tissu, c'est-à-dire qu'on implante les industries, que l'industrie se développe vraiment, on n'aura pas assez de main-d'œuvre. Donc c'est une grosse phase, c'est un mensonge. On n'aura même pas un marché suffisamment grand pour la consommation de ce qu'on produira. Voilà, pour consommer. Donc c'est une phase, tous les économistes vous le diront, la démographie est un agrégat important dans l'économie. Donc gros mensonge, la consommation. Il ne faut pas grouper ça comme ça. Sur le franc CFA, j'ai envie de dire que je suis de son avis. Je suis de son avis parce que nos chefs d'État tournent en rond depuis des décennies. Ils sortent ou ils ne sortent pas. Bonne question. Alors, je poserai la question au président Lévy la prochaine fois que je le verrai. On reste donc dans cette sorte de comédie-là, à dépenser, à organiser la gabégie dans nos pays et à se faire protéger par le Trésor français au niveau du compte des opérations, qui dans bien des pays aujourd'hui est au rouge. Alors, s'il trouve que le franc CFA est un problème, qu'on en sorte et que le débat soit clos. Même personne n'ose aller au-delà, raison pour laquelle ils ne répondent pas. Mais vous savez, Paul, il y a le discours d'un côté et la réalité de l'autre côté. Le discours voudrait que Macron dise ce qu'il dit là. Ils peuvent partir s'ils veulent. Mais dans la réalité, s'ils partent, la France en pâtira. Tout à fait. Merci Xavier d'avoir relevé cet aspect-là. Donc on est dans un jeu de l'œuf et de la poule. Voilà, et comme d'habitude, c'est encore nous les dindons de la farce. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau, les Gentiga, d'être venus nous conduire. Je voulais dire, pour conclure l'émission, que le livre est disponible dans les plateformes qui sont affiliées aux éditions L'Harmattan, donc Amazon et autres. Et puis les lecteurs camerounais et africains peuvent le commander depuis Paris. Voilà. Vous permettez que Charles mette votre contact au bas de l'écran pour qu'on puisse vous contacter. Voilà, on met dans votre contact au bas de l'écran, comme ça on vous contactera pour ceux qui en ont besoin. L'église des martyrs au Cameroun, enquête sur une rivière de sang non élucidée. Les Gentiga, à l'édition L'Harmattan, la dédicace est pour bientôt. Et donc on attend avec impatience et on viendra également voir ce que ça donnera. Merci à vous, docteur Nkamba, d'être venu nous parler de ce festival des peuples de la forêt. Merci au docteur Arnaud Rudy Nana qui a été là avant vous, qui nous a présenté dans ces deux magnifiques ouvrages didactiques qui permettront à Xavier d'en connaître un peu plus sur ce qui est de la musique. Tiens, je vous donne celui-là, Xavier. Merci. Non, la médecine, je voulais dire. La médecine. Oui. On est en vacances, il y a... voilà.
Merci à toute l'équipe technique amenée par Charles Talon. Merci à vous, Flora, d'avoir été là ce jour. De Rose Passion qui annonce l'amour. Merci à Thierry Abena qui est mort de rire de l'autre côté, à Violetta Massouci pour la production de l'émission. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir encore supporté ce vendredi soir. On espère que vous allez passer un excellent week-end, surtout que vous resterez en compagnie de nos programmes et qu'on vous retrouvera en super forme la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Sans Rancune. Même invité, même plateau, même chroniqueur, même business, quoi. À la semaine prochaine sur Vox Africa. Portez-vous bien et à très bientôt. Nos enfants. Si lui n'en veut pas, nous on en a besoin. Merci infiniment Xavier, merci. Nous clôturons là la page des cahiers d'actualité. On va rentrer dans ce qui va être le plat de résistance de cette édition. On marque juste la première une petite pause, une petite transition. Et on se retrouve tout de suite pour le plat de résistance de l'émission. Ce sera l'entretien qu'on aura avec notre invité Xavier Messé à la faveur de son ouvrage L'Église des martyrs au Cameroun. A tout de suite. On est de retour sur le plateau de Sans Rancune pour accueillir donc une deuxième fois notre invité, Légène Tigaro. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Merci infiniment d'être revenu sur ce plateau. Je le disais en introduisant l'émission pour vous présenter assez sommairement à nos téléspectateurs. Vous êtes journaliste. Enfin, vous étiez, vous étiez journaliste parce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt consultant en communication. Je ne sais pas si les deux sont compatibles. En fait, je reste journaliste, voilà. Bien que de temps en temps dans la consultation aussi. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages déjà, dont notamment les Géoles d'Afrique, les secrets de la nature que vous êtes venu nous présenter ici et qui, moi, je continue de m'inspirer tous les jours parce que j'en tire chaque jour quelques éléments pour la santé et pour la nutrition saine. Et là, vous revenez aujourd'hui nous parler de cet ouvrage, l'Église des martyrs au Cameroun, enquête sur une rivière de sang non élucidée. Alors, sans commentaire, commençons tout de suite en vous laissant au bon soin de Xavier Messé. Bonsoir les Gentigas. Bonsoir Zav. Lorsque vous observez l'actualité en ce moment au Cameroun, au sortir de votre livre, deux versions s'opposent. Suite à la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia, les évêques soutiennent qu'après la première autopsie, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Depuis le 2 juillet, plus précisément, depuis le 4 juillet, pardon, un communiqué rendu public par le gouvernement camerounais, signé du procureur général, parle de la noyade. Vous qui avez un regard permanent porté sur les assassinats, les disparitions des hommes de Dieu, qu'en dites-vous? On reste interrogateur. On reste interrogateur en se demandant si réellement les deux sons de cloche parlent des mêmes faits. Pour la simple raison que, et je crois que autour de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, il y a peut-être la main de Dieu qui guide toutes les opérations. Lorsque le corps a été retiré de l'eau, une main a fait une photo que tous les Camerounais regardent, malgré les intimidations, et qui leur parle, qui a exprimé beaucoup de choses et qui continue d'en exprimer. Alors vous parlez d'une main, c'est laquelle? Celle qui a fait cette image. La main de Dieu? Je crois que c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré celui qui a envoyé cette image. Et à vue d'œil, il était clair que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala avait été violenté, ne fût-ce que parce que, en se jetant dans l'eau, il a inversé sa paire de sandales au pied. Parce qu'il a eu deux paires de sandales inversées. Le pied gauche sur le pied droit. Donc, c'est peut-être le premier signe de violence, hein, malgré sa volonté de se noyer. Alors, les Gentigas ont envie de vous demander qu'est-ce qui pousse les hommes de l'Église, au Cameroun notamment, à disparaître de manière aussi brutale et continue? Je crois que cela s'inscrit dans la relation assez tumultueuse entre l'Église et l'État au Cameroun. Elle n'est pas très saine. Et je parlais avec quelques confrères qui estimaient que pourquoi ce ne sont que des ouvriers apostoliques catholiques. Je leur disais ce n'est pas vrai. Il y a des pasteurs qui sont brutalement arrachés à la vie. On n'a pas oublié qu'il y a 3 ou 4 ans, un professeur de l'université protestante d'Afrique centrale a été violemment arraché à la vie. Un Français d'Alsace. Éric de Putter. Et donc,
l'enquête est elle aussi enlisée. J'écoutais l'autre jour son épouse qui s'interrogeait et qui voulait saisir à la fois le gouvernement camerounais et le gouvernement français pour en savoir un peu plus. Donc, c'est dire si les acteurs étatiques, certains au moins, parce qu'on ne peut pas dire que les crimes qui sont perpétrés sont institutionnalisés, mais le silence des institutions tend à le laisser croire. Donc, c'est dire si la relation entre l'Église et l'État au Cameroun est pas permanemment trouble, mais elle est trouble. Alors, elle est trouble parce que l'État redoute les églises qui très souvent se manifestent par des homélies enflammées. Alors, vous situez la première disparition brutale d'un évêque, d'un homme de l'Église en 1983. Et jusqu'en 2017. Pourquoi cette période de 1983? Pourquoi? Il y a une insinuation? Pas d'insinuation, mais je note à travers la recherche que j'ai faite que au cours de la période avant, la relation était tumultueuse, mais il n'y a pas eu de bain de sang. 1er mai 1983, premier crime. D'ailleurs, dans l'ouvrage, je parle du crime inaugural. C'est l'abbé Joseph Yam, qui était curé de Mandumba, qui a été assassiné. Et son assassinat a des relents politiques parce que lui, il était quelquefois très chargé. Aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez commis cet ouvrage, l'Église des martyrs au Cameroun. On aurait, quelqu'un pourrait penser que vous êtes divin ou médium, que vous saviez qu'on arriverait à cette affaire et que votre livre arrive à point nommé. Oui, c'est la question que tout le monde me pose, mais il faut simplement dire que c'est un vieux projet que j'ai décidé de faire aboutir en fin d'année dernière. Et il est sorti de presse le 30 janvier et il est d'actualité, c'est tout ce que je peux dire. Et Monseigneur Bala, lui, a disparu 5 mois après, c'est-à-dire c'était le 31 mai, il a été retrouvé mort le 2 juin. Le 2 juin. Au total, quand on fait le compte avec ce que vous mentionnez dans votre ouvrage, on se retrouve à combien de décès de prêtres non élucidés, de prêtres et religieux? Il y en a une quarantaine au Cameroun. Une quarantaine. Depuis 1983, parce que le premier de la série date du 1er mai 1983. C'est l'abbé Joseph Yam de Mandumba. Et du coup, je suppose que vous suivez très attentivement l'évolution de ce dossier entre le corps lorsqu'il a été retrouvé, les 3 autopsies qui ont été pratiquées, le communiqué du procureur général, ensuite la réplique des évêques. Vous suivez ça avec attention? Oui, c'est la chronique du moment, donc on est obligé de suivre. Et puis, qui sait, ça peut inspirer d'autres ouvrages. J'anticipe déjà sur une question que Xavier risque de vous poser dans l'échange que vous aurez tout à l'heure. Vous, quelle est la thèse qui vous semble la plus plausible? Est-ce que c'est les évêques qui ont raison? Est-ce que c'est le procureur? Encore qu'il ne m'a pas semblé que le communiqué du procureur écartait la thèse de l'assassinat, il établit plutôt les causes du décès. Mais laquelle de ces thèses-là, au regard de tout ce qu'on a suivi depuis le début de cette affaire, vous semble la plus plausible? Au regard, bien entendu, de toutes les enquêtes que vous avez menées sur ce genre de décès. Oui, la thèse la plus plausible, c'est celle de l'assassinat, et qui nous éloigne donc de celle du procureur, en ce sens qu'il dit que l'autopsie, que l'examen légal qui a été fait sur le corps n'a pas relevé des signes de violence, alors qu'à vue d'œil, le corps laisse transparaître des signes de violence. Donc, à partir de ce moment-là, on est obligé d'être interrogateur et d'être dans l'incertitude de ce que peuvent être les conclusions de l'enquête en cours. On verra donc ce que ça donnera l'échange que vous aurez avec Xavier Messé. On essaiera d'aller au bout non seulement des cas qui sont relevés dans l'ouvrage que vous avez commis, mais également sur cette affaire qui commence effectivement à... non, pas commence, qui fait couler depuis bientôt 1 mois déjà beaucoup d'encre et de salive dans l'actualité camerounaise. En attendant, nous partons faire le tour de l'Afrique où les points saillants de l'actualité africaine ont été sélectionnés cette semaine encore par la jeune rédaction de Vox Africa, Afrique centrale, avec sous la plume de Samael Pomme qui nous conduira donc, je le disais tout à l'heure, tour à tour au Cameroun où nous parlerons de cette scabreuse affaire du décès de Monseigneur Benoît Bala. Au Mali, un convoi de l'armée disparaît après une attaque près de Médeka. À l'Union africaine, la 29e session s'est clôturée. Et enfin, le G20 où de plus en plus de pays africains sont invités. Les cahiers d'actualité sont brossés cette semaine encore par Samael Pomme. Bonsoir à tous. Ouvrons ce cahier de l'actualité par le 29e sommet de l'Union africaine qui s'est refermé le mardi 4 juillet dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Dans l'ensemble, des sentiments mitigés entre satisfaction et inquiétude à la suite des résolutions
Parmi les sujets évoqués, la démarcation des frontières communes entre Djibouti et l'Érythrée, un souhait du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh approuvé par l'Union africaine, mais pas très bien entendu de l'oreille érythréen. Pour sa part satisfaite, la République démocratique du Congo a obtenu le soutien de ses pairs pour adopter une résolution dénonçant les sanctions unilatérales des États-Unis et de l'Union européenne dans le pays. Une joie ressentie également par le Maroc. Le prince Moulay Rachid est parvenu à faire amender la résolution du Conseil des ministres présentant le Sahara occidental comme un territoire occupé. Et puis au Mali, l'on est toujours sans nouvelles du convoi de l'armée pris dans une embuscade le dimanche 9 juillet dernier, à environ 70 km de Ménaka dans le nord-est du pays. Les dérobeurs seraient des djihadistes dans l'attaque. De nombreux coups de feu auraient été tirés lors de l'accrochage. 4 véhicules ont été dérobés avec de nombreux militaires. Le nombre exact reste cependant inconnu, mais l'armée a immédiatement entamé des recherches. Au Cameroun, la polémique ne retombe pas autour du décès de l'évêque Monseigneur Benoît Bala. Les hypothèses, avis et conclusions s'entrechoquent. Après un rapport rendu public par le procureur de la République près la cour d'appel du centre et qui conclut d'une noyade, indiquant par ailleurs que le corps du prélat ne présente aucune trace de violence, c'est au tour des évêques de prendre la parole pour contester ce rapport. D'après le président de la conférence épiscopale du Cameroun, Monseigneur Cléda, l'évêque de Bafia, de sa certitude, est mort, assassiné. Et l'archevêque de Douala d'ajouter qu'il dispose de preuves concrètes qui n'ont pas pour l'heure été dévoilées. Comme nous l'avons ouvert, refermons ce cahier de l'actualité par un sommet, cette fois celui du G20, tenu à Hambourg en Allemagne. L'Afrique s'y est fait entendre à travers 2 voix, celle de Macky Sall du Sénégal et d'Alpha Condé, actuellement président de l'Union africaine. Invités à ce sommet, les 2 chefs d'État ont évoqué les défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée, tels que le phénomène migratoire ou encore le financement des projets sur le continent. Autre atout, le soutien de l'Allemagne. Celle-ci a annoncé qu'elle inscrira l'Afrique au cœur des priorités des pays les plus industrialisés du monde. À marge de ce sommet du G20, tenu du 7 au 8 juillet dernier, l'Afrique s'est aussi vue consacrer une journée spéciale baptisée Africa Day et les esprits. Alors, si on continue de faire la politique de l'autruche, jusqu'où ça va nous amener? Ce d'autant plus que, comme vous le verrez avec Léger Ntiga tout à l'heure, ce décès de Monseigneur Benoît Bala porte à une quarantaine, comme le disait Léger, de prélats, de sœurs, de religieux qui sont décédés au Cameroun dans des circonstances jusqu'aujourd'hui non encore élucidées. Laissons là ce chapitre en attendant que vous reveniez là-dessus avec Léger Ntiga dans l'entretien que vous aurez avec lui tout à l'heure, juste pour parler de l'Union africaine qui a encore pris 3 résolutions importantes au cours de la dernière session, c'est la 29e. 2 ont retenu notre attention. La première, c'est que le président djiboutien a proposé la démarcation de la frontière entre le Djibouti et l'Érythrée, oui, qui a été approuvée par les chefs d'État, sauf que l'Érythrée vous savez, pas en entendre parler. L'Érythrée est encastrée entre l'Éthiopie et la Somalie. C'est un pays qui a de la peine à faire ses marques. C'est un pays qui est empêtré non seulement dans les problèmes de frontières, mais avec une incitation politique à l'intérieur. C'est un pays qui, de par les frontières sensibles comme celle qu'il a avec la Somalie et celle qu'il a avec l'Éthiopie, l'Érythrée doit faire très très attention. Il n'a pas à se mêler, n'est-ce pas, de conflits qui pourraient l'amener, par exemple, à retourner dans la guerre qu'il avait déjà eue avec son voisin puissant, l'Éthiopie. Éthiopien, et qui a laissé de grosses séquelles. L'autre résolution qui a été prise et qui semble importante, celle-là, c'est que pour une fois, les chefs d'État africains, pendant ce sommet, ont fait chorus pour dénoncer les sanctions unilatérales dont la RDC fait l'objet venant de l'Union européenne et des États-Unis. Mais vous savez, on a toujours dit, Paul, vous le savez mieux que moi, les chefs d'État africains forment un syndicat. Et à l'intérieur d'un syndicat, on se soutient. Kabila, qui n'avait pas l'habitude d'aller au sommet africain, a repris du chemin pour aller solliciter le soutien de ses pairs. Il a obtenu le soutien sous 2 formes. La première, c'est que les chefs d'État africains risquent de se mêler de politique au Congo pour demander le report de l'élection présidentielle. Ça, c'est certain. Le deuxième soutien, c'est celui que vous avez évoqué.
l'Union européenne, les États-Unis se mêlent de plus en plus de ce qui se passe au Congo, et les États africains, bon, ben, dans leurs syndicats, ont volé au secours. On dit qu'il faut pas, il faut limiter l'émission à ce niveau-là. Il faut pas. Mais il y a quand même une autre résolution qui est importante, celle qui consiste à chercher les voies et moyens pour financer l'Union africaine. Ça, c'est une très grande nouveauté. Bien que ça ne fasse pas l'unanimité aujourd'hui en ce qui concerne l'origine des fonds, parce qu'il va falloir prélever 3% sur les exportations de chaque pays africain pour financer. Les gros exportateurs comme l'Afrique du Sud, comme la RDC ne sont peut-être pas favorables là-dessus. Il y a le Kenya aussi. Mais l'ensemble des pays africains sont d'accord qu'il faut arrêter de tendre la main à la Chine, il faut arrêter de tendre la main à l'Union européenne, il faut que l'Afrique trouve les moyens, n'est-ce pas, de financer son organisation. Je pense que c'est une bonne décision. Le président Kagame a été sollicité pour pouvoir faire des propositions concrètes. Et comme il risque d'être le prochain président de l'Union africaine, il a commencé son travail avant le temps. Bon, moi, je peux vous dire, pour avoir couvert plusieurs sommets de l'Union africaine, que ce n'est pas gagné. Parce que ce n'est pas la première fois que les chefs d'État réunis en session parlent de l'autofinancement de l'Union africaine. Juste que tout le monde est d'accord que oui, il faut trouver d'autres sources de financement, mais personne ne veut mettre la main à la poche. Je me rappelle déjà en 2009, ça avait été au cœur d'une grosse querelle, entre guillemets, entre les chefs d'État nigérians et sud-africains de l'époque, qui estimaient qu'ils étaient les seuls à supporter les charges de fonctionnement de l'Union africaine, tandis que tous les autres regardaient et... Mais vous savez, c'est pas gagné. Il y a certains pays africains... Espérons que le président Kagame trouvera le moyen de convaincre... Mais il est suffisamment habile, vous savez comment il développe son pays. Et très écouté aujourd'hui. Très écouté aujourd'hui. Voilà, peut-être que la bannière étoilée des États-Unis qui flotte au-dessus du Rwanda lui donne une autre prestance qu'en ces temps. Sortons des cahiers d'actualité, Xavier Messé, en parlant du sommet du G20, où de plus en plus des pays africains sont invités. Là, il y en avait 3. L'Afrique du Sud qui siège comme étant le premier pays industrialisé en Afrique. Mais on a invité également le Sénégal, Macky Sall, et Alpha Condé, le président de l'Union africaine, y était également. On les a vus en très chaleureuse et chaude discussion avec Angela Merkel. Paul, les critères sont différents. Le Sénégal aujourd'hui, en dehors de l'Afrique du Sud, semble être le pays le plus démocratisé des pays au sud du Sahara. C'est un pays, donc, la gouvernance est suffisamment transparente. Elle est même, elle passe pour être un modèle. Et puis, le Sénégal n'a rien à envier aux pays occidentaux en ce qui concerne la percée démocratique. Je crois que pour cette raison-là, Macky Sall, qui n'est pas une puissance économique africaine, pour cette raison de transparence démocratique, le Sénégal est régulièrement invité dans des milieux occidentaux. Il faut dire également que cette manière de s'intéresser de plus en plus à l'Afrique fait partie du programme européen. Vous savez, la chancelière allemande a dit que l'un des moyens de limiter l'immigration sauvage en Europe, c'est de permettre d'aider l'Afrique à se développer. Il faut construire des usines en Afrique, il faut résorber le chômage. Et sans cela, l'Europe va être complètement envahie d'ici les 15 prochaines années. Macron a dit qu'il faut arrêter de faire des enfants. Ben oui, mais enfin lui n'en a pas, c'est pas pour ça qu'il va demander aux autres. Je ne penserais pas que vous arriveriez jusque-là, mais bon, vous avez franchi le Rubicon. Qui nous laisse dédier aux opportunités d'affaires. À vendredi. Retour sur le plateau de Sans Rancune après ces cahiers d'actualité. On va commencer par le Cameroun, Xavier Messé, et on parlera beaucoup de cette affaire de Benoît Bala aussi à la faveur de l'ouvrage de Légien Tsiga, qui nous fait l'amitié de venir nous le présenter aujourd'hui à Sans Rancune. Il y a eu un rebondissement cette semaine, c'est-à-dire qu'après la semaine dernière, le communiqué du procureur général qui affirmait qu'après autopsie réalisée par des médecins venus d'Interpol, la cause probable du décès était la noyade et il affirmait que le corps ne présentait aucune trace de violence. Les évêques ont rappliqué à ce communiqué-là, ils sont restés sur leur position initiale, celle qui affirme que leur collègue a bel et bien été assassiné. Et il y a quelque chose de, j'allais dire pernicieux si j'étais mais les évêques affirment que le corps de Benoît Bala qu'ils ont vu au sortir du fleuve Sanaga, lui portait bel et bien des traces de violence. Oui. Ça peut insinuer que le corps qui a été autopsié pourrait ne pas être celui du prélat. Non, on ne pense pas que cela pourrait être ceci. Non, pas du tout. Je crois que le problème est très simple, mais ce sont les pouvoirs publics qui le compliquent.
Il est simple. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement quelque chose qu'on a envie de ne pas dire, quelque chose qu'on dissimule. Si ce n'était pas le cas, on sortirait le corps de Monseigneur Bala, qui est actuellement à la morgue de l'hôpital général. On vérifierait ce corps-là. Pas de médecin neutre, c'est-à-dire camerounais d'abord. Alors, lorsqu'une affaire rentre dans un engrenage de cette nature, de manière à opposer deux structures, deux institutions fortes, c'est-à-dire l'Église et l'État, il faudrait que quelqu'un en sorte vainqueur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'État peut utiliser la force, c'est-à-dire il a les moyens, n'est-ce pas, de s'accaparer du corps et d'aller l'enterrer à la cathédrale de Bafia. C'est une hypothèse qui est de plus en plus envisagée. L'État n'acceptera pas de perdre la face en faisant sortir le corps et puis qu'une troisième, voire une quatrième vérification soit effectuée. Parce qu'en fait, ce dont il est question, c'est que le corps de Monseigneur Benoît Bala a été emmoché. Ça, c'est vraiment le mot. Alors, face à cela... Et vous savez de quoi vous parlez? Parce que vous êtes l'un des premiers, sinon le premier journaliste camerounais à avoir parlé et affirmé nous avons, de façon claire qu'il s'agissait d'un assassinat. Cela ne nous a pas valu des amitiés partout. Il y a eu... parce que quand nous avons pris le risque de rendre public cette version, celle des évêques, parce que nous avons eu accès aux informations les plus confidentielles. Et nous avons donc ouvert le journal avec cette information-là, en apportant des détails qu'il fallait, en évitant de passer dans l'humiliation, parce qu'en fait, il y avait des détails que par respect du corps humain, par respect du prélat, il ne fallait pas aller au-delà. Nous avons donné cette information dans le but tout simplement d'écarter d'emblée la thèse de la noyade. Et c'est pour cela que nous avons passé cette information. Alors le lendemain, lorsqu'elle a été relayée le même jour par une radio internationale, le lendemain on a commencé à recevoir des coups de fil de menaces et des intimidations. Jusqu'à aujourd'hui ça se poursuit. Je peux vous assurer qu'il ne passe aucun jour sans que je reçoive des menaces anonymes. Et on m'a conseillé de laisser le sujet, mais j'ai dit que parfois, lorsqu'un journal a pris sur lui de porter un sujet, il faut aller jusqu'au bout. On a vu des grands sujets comme ça qui ont été portés d'un bout à l'autre par des journaux. Il n'y a pas de raison que nous puissions... On peut pas je ne veux pas vider l'entretien que vous risquez d'avoir avec Léger, parce que je suppose qu'avec lui, vous parlerez également de cette affaire-là. Juste vous demandez jusqu'où on va aller dans ce ping-pong, dans cet échange entre l'Église, qui jusqu'ici semblait être en très bonne intelligence avec l'État. Il y a une situation qui est un peu sensible, parce qu'à l'heure actuelle, tous les évêques d'Afrique centrale sont réunis au Cameroun. Et je vous assure, je suis allé rencontrer quelques-uns en Voulier, au centre national de l'épiscopat camerounais. Je suis allé rencontrer quelques-uns. Ils ont placé un grand poster de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à l'entrée de la salle de travaux. Et chaque délégation qui arrivait, les évêques allaient, n'est-ce pas, s'incliner sur ce poster-là. Et je vous assure qu'il fallait être suffisamment fort pour retenir des larmes. Et je me dis que face à une situation de ce genre, est-ce que les pouvoirs camerounais, les pouvoirs publics vont continuer de rester insensibles? Parce qu'il y va de l'image du Cameroun. Il y va de la crédibilité même de nos dirigeants. Parce que, vous savez, l'ombre de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala plane sur les travaux de la 11e conférence qui se réunit aujourd'hui à Yaoundé. Avec tous les observateurs internationaux qui sont là, avec tous les médias internationaux qui sont là, il y a comme une forme de crispation. Je me suis dit, lorsque j'ai lu le programme de ces travaux-là, il était mentionné qu'à 15 h, le chef de l'État, Paul Biya, ira prononcer un discours. Je me suis dit, si j'étais un proche du chef de l'État, je lui dirais, voilà une occasion unique d'aller réconcilier avec l'Église et de donner une bonne information, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que lui seul qui peut donner une information de manière à calmer.
Au cours de cette édition de Sans Rancune, nous enregistrerons deux comebacks. Le premier est celui de Léger Ntiga qui nous a rendu une visite de courtoisie il y a quelques semaines pour nous parler de cet ouvrage, l'Église des martyrs au Cameroun, qui tombe à pic avec cette affaire du décès plus que suspect de Monseigneur Benoît Bala au Cameroun. Il est aujourd'hui l'invité de cette édition où nous conduira donc dans les méandres de cet ouvrage et il nous parlera de cette enquête sur une rivière de sang non élucidée. Le deuxième, ce sera Manuel Wanji. Lui, il était là il y a plutôt 2 ans. Il est venu nous présenter un maxi-single. Aujourd'hui, il revient pour nous présenter son nouveau single intitulé Bolé Bolé, Wanji Wambo. Plus connu sous le pseudonyme de Wambo, il sera donc sur ce plateau. Nous recevrons également un médecin, Dr Nana Rudy Arnaud, qui lui a choisi de mettre les rudiments de la médecine à la portée des petits-enfants à la faveur de 2 ouvrages qu'il a commis. Il viendra nous les présenter dans cette édition. Nous recevrons également Léontine Kamba, qui viendra nous parler de ce festival qui est organisé à l'Est Cameroun et qui est consacré aux hommes de la forêt. Florent Barga viendra terminer la soirée comme tous les vendredis soirs en nous présentant l'image de la semaine avec cette semaine-ci comme indice une serviette pour la beauté du jardin. Nous n'aurons malheureusement pas Cabral Libi cette semaine encore, mais on ne perd pas au change, comme c'est le cas tous les vendredis. L'inénarrable Xavier Messé est avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir Paul. Merci d'être en notre compagnie. Mais c'est un devoir. Plutôt décontracté, mais on sent qu'on est, on est dans les vacances. Voilà. À la veille des week-ends, c'est les vacances aussi. Vous savez, on a passé beaucoup de temps à corriger les épreuves des examens nationaux. J'en sors. On est encore un tout petit peu fatigué, mais il faut se décontracter. Alors, je profite, puisque vous sortez des corrections des examens, on parle beaucoup de niveau. Est-ce que le niveau BTS cette année au Cameroun était, de votre point de vue, acceptable? Ben, je vous avoue que j'ai le profond sentiment que le niveau baisse de plus en plus. Parce que le constat que nous avons fait cette année, lorsque nous avons corrigé à peu près 560 copies des candidats uniquement en communication des organisations, communication d'entreprise, je vous avoue que nous sommes allés puiser très loin dans notre générosité d'enseignants pour pouvoir atteindre parfois la moyenne. Mais c'est très très difficile. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Voilà, c'est la question que je voulais poser. À quoi est due la baisse de niveau? Est-ce que c'est la qualité des enseignants? Est-ce que c'est parce qu'on pourrait aussi interroger la qualité des enseignants. Mais oui, ça c'est tout à fait vrai parce que vous savez, lorsque on a intégré le BTS, le brevet des techniciens supérieurs dans l'enseignement supérieur, ça date de 1996. Le premier tri des enseignants, la mise en forme des contenus a eu lieu en 2002. Et aujourd'hui, nous sommes en 2017. Et beaucoup d'enseignants ont quitté l'enseignement, soit parce qu'ils sont allés au paradis, peut-être parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, peut-être parce qu'ils ont pris la retraite. Et il n'y a pas eu de renouvellement. Il n'y a pas eu de renouvellement. Il n'y a pas eu de renouvellement, il n'y a pas eu de mise à niveau des enseignants, ce qui fait que les gens sont arrivés comme ça sans une prise en main. Il y a ce problème-là qu'il faut prendre en compte. Heureusement, le ministère de l'Enseignement supérieur vient de refondre, il a fait refondre les programmes totalement. Et puis les questions de recycler les enseignants, à partir de cette année, à partir de cette rentrée, il y aura des séminaires par établissement, par région. Je pense que ça va apporter un plus. Le second problème, c'est le niveau des élèves. Les enfants ont la télé, les enfants ont WhatsApp, les enfants ne lisent plus du tout. Ils ont la culture de la rue. Internet est un outil didactique intéressant. Mais vous savez, ils vont sur Internet, c'est pas pour apprendre, hein. Ils vont sur Internet pour échanger, chercher des films, YouTube. Ils vont pas là pour du tout. C'est pas pour faire des recherches scientifiques, pas du tout. Et même à la télé, quand vous voyez, quand ils zappent, c'est quand il y a des informations, des magazines tout à fait. Intéressants. Mais pour essayer de demander à un jeune qui regarde la télévision, arrêtez le contact. Posez-lui la question, 10 minutes après, qu'est-ce qu'elle a regardé? La réponse vous surprendra énormément. Je vais essayer de faire l'expérience. En tout cas, ça c'était la fin des corrections. Comme vous disiez, on va attendre de voir les délibérations jusqu'à quelle moyenne on va aller chercher. On va voir si ceux qui vont délibérer vont être aussi généreux que vous les enseignants l'avez été vous savez, pendant les corrections. Parfois le résultat des examens procède parfois d'une décision politique. Hein? J'imagine. J'imagine, n'en dites pas plus, pour pas que l'année prochaine, on ne vous invite plus à corriger les épreuves des examens. Pas de chronique de Cabral donc cette semaine. Par contre, nous aurons bel et bien les cahiers d'actualité qui nous conduiront tour à tour au Cameroun avec cette fameuse et scabreuse affaire du décès de Monseigneur Benoît Bala. Les évêques persistent et signent. Leurs collègues ou alors leur frère a bel et bien été assassiné. On parlera également au Mali où un convoi a été attaqué
et a complètement disparu. C'est près de Ménéka. Le 29e sommet de l'Union africaine s'est tenu. Il y a eu des résolutions importantes qui ont été prises. Xavier Messé éclaira notre lanterne là-dessus tout à l'heure. Et enfin, le G20, où de plus en plus de pays africains sont invités. Cette fois-ci, il y en avait 3 qui étaient à l'honneur. Le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Guinée, à travers le président de l'Union africaine, Alpha Condé. Voilà pour le menu de cette édition de Sans Rancune, mesdames, messieurs. Installez-vous confortablement. Bien le bonsoir, bienvenue et merci d'être des nôtres. En espérant que vous êtes donc confortablement installés, on revient sur le plateau et on va accueillir tout de suite celui qui, pendant les 90 prochaines minutes, sera l'invité de cette édition. Léger Ntsiga est consultant senior en communication, journaliste dans une ancienne vie. Il vient de commettre cet ouvrage, L'Église des martyrs au Cameroun, enquête sur une rivière de sang. Il est l'invité de cette édition de Sans Rancune. Bonsoir Léger. Bonsoir Paul. C'est un plaisir de vous revoir avec nous. Merci, le plaisir est partagé. Je ne vous présente pas Xavier Messé, qu'il connaît autant que Paul. Sinon mieux Merci, que vous êtes plutôt notre ami, parce que vous acceptez assez régulièrement et assez spontanément de venir sur nos plateaux malgré votre agenda.